Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier webinaire patrimonial sur le thème de l'assurance vie. Et je suis évidemment ravi de vous accueillir et également ravi d'accueillir quelqu'un qui est à la fois un ami mais surtout un grand professionnel en ce qui concerne la gestion de patrimoine. Vous le connaissez toutes et tous sur le pseudo de Laros Trading, notamment sur Twitter. Il a également participé à l'émission qui a le record sur la chaîne, l'émission spéciale sur les ETF, du titre Les ETF Stars. Et donc, je suis ravi pour la seconde fois d'accueillir Olivier Rossi. Olivier, salut, comment tu vas? Salut Tino. Ben, cool, en forme. Merci de m'accueillir sur ta chaîne une nouvelle fois. Ça va être Merci. sympa. Ouais, bah ça avait été la première émission, ça avait été un grand succès, quoi. Ça avait été super cool. Je crois qu'elle a 10 000 ou 11 000 vues sur la chaîne. On nous a demandé d'ailleurs d'en refaire une, de la mettre un jour. Faudra qu'on le fasse. C'est ça. J'ai souvent des commentaires. Remettez-nous là. Donc on le fera. On essaiera de pousser les portes pour trouver un peu de temps. On le fera. Ce que j'aimerais dire, si tu me le permets, je t'avais dit que sans te dire quoi, mais que je te donnerai une anecdote sur ces webinaires patrimoniaux. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre comment naissent parfois des projets. Et en fait, ces webinaires patrimoniaux sont nés il y a plusieurs mois, lorsqu'on se retrouvait tous les deux dans un coin de la France, dans nos chambres d'hôtel un soir, tu te souviens, là où ils étaient, il y avait des obligations qui étaient au top. C'était, je Mhm. sais pas, il y a 5-6 mois, un truc comme ça. Et en fait, on s'est pris à discuter sur WhatsApp, je crois, Ouais. de 20h jusqu'à 1h du matin à échanger. Et je me souviens de ce soir-là, et enfin, je savais que tu étais quelqu'un de passionné. Moi, j'adore ça. J'aime discuter, échanger avec des gens passionnés. Et à la fin de cet échange, tu m'avais donné tellement d'infos incroyable, que je ne connaissais pas, alors que quand même, moi, c'est quand même un peu aussi ça l'a été, du moins mon métier pendant longtemps. Je me suis dit, mais purée, mais tu voudrais pas venir en parler aux gens, tout ce que tu m'as dit, tu voudrais pas un peu partager ça aux gens? Mais tu m'as dit, ouais, moi, il y a pas de souci, je viens. Du coup, c'est comme ça que sont nés ces webinaires patrimoniaux. Alors évidemment, on pourra pas le faire chaque semaine, mais je pense que dans l'année, on va le faire régulièrement. L'objectif, c'est de partager, de vulgariser, et surtout également la gestion de patrimoine, hein. Voilà, on va parler du sujet de l'assurance vie, mais il y aura plein d'autres sujets parce que c'est tellement riche, tout ce que tu as apporté, que vous avez apporté, parce que on le présentera. Vous êtes deux avec Michael, lui qui a des spécificités en plus différentes par rapport à la gestion de patrimoine, notamment sur la gestion de patrimoine du dirigeant. Tu en diras certainement quelques mots. Donc il y a vraiment un tas de sujets incroyables à partager. Donc vraiment merci. On enregistre cette vidéo, pour information, on est samedi matin. Donc tu prends ton temps voilà, pour partager tout ça. Le support qu'on va présenter, on a mis également des semaines pour le préparer. Donc tout ça, c'est du travail qu'on livre et du contenu gratuit. Donc merci beaucoup à toi, merci à Uvrutia pour tout ça. Bien évidemment, on est obligé de dire que le contenu, c'est pas un live, c'est indifféré, mais le contenu de ce qu'on présente, c'est uniquement pédagogique, hein, bien évidemment. Comme je le dis souvent, on n'est pas là pour donner des avis, on est là pour dire des faits, et c'est après aux gens de se donner et de se faire leur propre avis. Voilà, donc merci beaucoup pour ça, Olivier. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Non, t'as très bien résumé la chose. Je te remercie à toi de m'accueillir. C'est vrai que c'est important de pouvoir échanger sur des thématiques comme celle-ci, la gestion de patrimoine, préparation de la retraite, c'est des enjeux qui sont importants, je pense. Et donc, il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc, on va commencer par l'assurance vie, puis après, si ça plaît, à ce moment-là, on continuera sur d'autres thématiques. Bah, il y en a Avec plaisir. tellement, c'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Donc on va démarrer, oui, donc pour le sujet du jour. Alors évidemment que, hop, je vais me mettre sur la vue, celle-ci, j'imagine, voilà. C'est peut-être la meilleure. Évidemment que la miniature est provocatrice, puisque il est vrai qu'avec l'émergence des nouveaux brokers, des néo-brokers,
la mode des ETF, la mode du DCA, qui par ailleurs est quelque chose de formidable. Je veux dire, aujourd'hui, les gens ont l'opportunité de pouvoir investir pas très cher par rapport à ce qui se faisait auparavant dans les banques traditionnelles. On connaît très bien le sujet pour le coup, toi et moi. Et donc, c'est toujours la même chose, on fait un peu l'amalgame. C'est-à-dire que l'assurance vie a été un produit, est toujours un produit qui est majoritairement distribué par des banques, même si toi, du coup, tu sors un peu de ça. Et donc, on fait un peu le cliché de dire, bah, si c'est quelque chose qui est proposé par des banques, c'est forcément une arnaque parce que beaucoup de frais, parce que beaucoup de choses. Et donc, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on prend finalement le chemin un peu rapidement de dire, bah, de toute façon, l'assurance vie, c'est une arnaque parce que ça surperforme, parce que ça vaut pas le coup, parce que c'est pas intéressant, etc., etc., etc. Et nous, en fait, dans cette émission, ce qu'on voulait faire, c'est d'abord expliquer ce qu'est l'assurance vie. Voilà, en quoi ça consiste, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, et après, effectivement, on pourra en tirer des conclusions. Mais moi, ce qui me gêne toujours, c'est de voir des tweets ou des vidéos sur YouTube, etc., où les gens arrivent et démontent l'assurance vie de A à Z en disant, regardez, de toute façon, c'est trop cher, ça coûte trop cher, etc. Et les banques et la banque en profite depuis des années pour faire de l'argent sur votre dos. Il y a une partie, on le verra, de vérité, mais il y a quand même, je pense, des choses très intéressantes à développer sur le sujet. Ouais, tout à fait. Il y a beaucoup de raccourcis qui sont faits, comme sur les ETF, sur le DCA. Il n'y a pas de recette miracle. De toute façon, en investissement, il faut se faire son propre money management. Il faut fouiller, il faut prendre des initiatives, mais il n'y a pas de recette miracle. Il Non. faut travailler quand même un minimum. C'est trop simpliste d'avoir un discours en disant qu'on va prendre un compte titre, par exemple, et investir tous les mois, et à ce moment-là, qu'on va être rentable rapidement, ou on va pouvoir être rentier avant l'âge de 50 ans. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Alors après, c'est pas d'une mauvaise méthode, mais il y a des raccourcis qui sont pris. Faut faire attention. Je te rejoins là-dessus. Ouais. Ouais. Bon, au sommaire, alors il y a pas mal de, c'est toujours la même chose. On est sur un sujet compliqué, donc il faut à la fois le vulgariser pour que ce soit, parce que l'objectif, moi, de ces vidéos-là, c'est qu'à la fin de la vidéo, 80% ou 90% des gens qui l'ont regardé puissent dire, je sais ce qu'est l'assurance vie dans les grandes lignes, mais en même temps, c'est un sujet où il y a quand même des spécificités qui sont importantes. Donc on va essayer, en toute modestie, de faire un peu les deux, c'est-à-dire de faire à la fois une partie un peu pédagogique où on explique les bases, où on explique voilà les choses un peu simples, simplistes presque, et en même temps apporter également voilà une vue un peu technique pour rentrer un petit peu dans les détails. Donc en gros, au sommaire de cette vidéo, on aura 4 grandes parties. L'assurance vie, qu'est-ce que c'est d'abord? Que peut-on mettre dans un contrat d'assurance vie? On parlera bien évidemment du sujet qui fâche, c'est les frais, ce sont les frais et la performance de ces contrats-là. Et ensuite, on vous donnera évidemment quelques astuces pour faire notamment les bons choix, les bonnes astuces, etc., etc. Évidemment, cette vidéo, elle est là parce que vous êtes là, Michael et toi, et je vous remercie encore une fois. Très rapidement, ce que j'aimerais que tu fasses, parce que vous êtes deux, il y a Michael, je l'ai dit, Michael, il va venir surtout parce que plus tard, même si c'est un sujet qui va toucher peut-être moins de gens, mais lui, sa grande force à Michael, c'est la fiscalité, notamment du dirigeant. C'est un passionné par ça lui aussi, donc je veux qu'un de ces quatre, il vienne nous faire une émission, même si encore une fois ça touchera moins de gens, c'est pas grave. Voilà, vous avez quand même des parcours qui sont similaires, mais avec des spécificités différentes. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ça, Olivier? Ouais, bien sûr. Donc nous, on a un parcours avec Mika qui est somme toute classique, on a travaillé en banque, notamment en banque privée pour Mika et moi pendant plusieurs années. Après, Mika a eu un parcours un petit peu différent puisqu'il est parti en gestion de fortune chez Allianz. Il y est resté 4 ans. Et moi, je l'ai rejoint. Je suis resté une seule année. Et donc voilà, à côté de ça, puisque tu en as parlé un petit peu, moi je suis passionné des marchés financiers depuis 20 ans. J'ai investi en bourse. Et Mika, lui, il fait des investissements plutôt sur l'immobilier, sur de la promotion aussi immobilière. Donc il a quand même ce côté gestion d'entreprise qu'il avait avant la création du cabinet. Et lui, sa grande passion, ça va être d'accompagner le dirigeant, notamment dans la cession d'entreprise, dans l'optimisation de la rémunération du dirigeant, dans la fiscalité. Il va travailler autour de ces thématiques-là.
Après bon, bien sûr, on a toutes les thématiques communes à la gestion de patrimoine, c'est-à-dire la transmission, la fiscalité, l'investissement, mais dans la répartition des tâches, lui va plutôt se centrer sur le dirigeant d'entreprise et moi je vais plutôt travailler avec la clientèle particulière et travailler sur la mise en place des allocations, des portefeuilles de nos clients, des produits structurés. Enfin, on en parlera un petit peu, mais on s'est réparti les fonctions comme ça. Et donc le cabinet Urrutia est assez récent puisqu'on a monté le cabinet en 2023, en juin exactement. On est sur Biarritz. Mais comme je le disais, ça fait plus de 15 ans l'un et l'autre qu'on travaille en gestion privée ou en gestion de fortune. D'accord. Donc oui, le cabinet est récent, mais l'expérience que vous avez dans ce domaine-là est quand même assez importante. Parce que toi, tu es dans le milieu de la finance, t'es comme moi, t'es rentré un chouïa plus tard que moi, je crois, Je suis toi. rentré en 2007. Ah, ben moi, 2006, ouais, d'accord. Ouais. Et juste avant la création du cabinet, on avait 150 millions d'encours, tous les deux, à Emica. Donc ça veut dire que bon, voilà, on créait des allocations personnalisées de portefeuille pour nos clients Ouais, et puis on suivait ces encours. ouais. Ok, donc bon, ben il y a des choses à faire. Ah, Il y a des choses à faire. Donc, on va démarrer, si tu le veux bien, Olivier, par d'abord essayer de vulgariser. Moi, j'aime bien toujours commencer par vulgariser, essayer de prendre un petit peu des exemples, de faire des parallèles, parce que la première question qu'on se pose, évidemment, c'est l'assurance vie, c'est quoi? La première erreur, moi, que je constatais, c'était une erreur courante. C'était, tu sais, le mélange en fait, mais alors il y a deux raisons à ça. Hein. Il y a effectivement, j'ai mis une affiche de Clint Eastwood parce que c'est l'assurance vie, tu sais, la différence entre l'assurance vie et l'assurance décès. C'est vrai que souvent les gens ont du mal à savoir quelle est la différence entre une assurance vie et une assurance décès et ont tendance à confondre les deux. Et ça, pour moi, c'est aussi dû aux films américains, aux films de western, etc. On disait, il y a un contrat d'assurance vie sur sa tête de $1 million. Donc, en vérité, c'est pas un contrat d'assurance vie qui est sur la tête d'un bandit dans les films de western, c'est un contrat enfin, souvent on fait l'amalgame avec le contrat d'assurance décès. Donc, je voulais vraiment déjà expliquer la différence, parce que nous, aujourd'hui, on va parler de l'assurance vie. On va pas parler de l'assurance décès. L'assurance vie, c'est un placement. C'est ça qui est toujours extrêmement difficile à comprendre pour les gens, c'est que contrairement à l'assurance décès, c'est une assurance. D'ailleurs, je ne sais pas ce que tu en penses, mais finalement, l'assurance vie, le mot est finalement ouais. assez choisi, parce qu'on pourrait l'appeler finalement placement vie, plutôt que Mmh. assurance vie. Et Ouais. donc, finalement, pour moi, assurance vie, c'est un placement, et l'assurance décès, c'est une assurance. Et donc, effectivement, dans le contrat d'assurance vie, vous allez avoir une formule d'épargne, donc visant la constitution d'un capital sur le long terme, alors que l'assurance décès, vous avez pour objectif de protéger financièrement les proches. En cas de décès, elle permet donc de garantir un capital ou une rente à vos bénéficiaires. Donc en général, 30% du patrimoine financier des Français est en assurance vie, c'est même un peu plus. Je crois qu'on est monté jusqu'à 35% actuellement. Et l'assurance décès, c'est un versement de cotisation. Finalement, l'assurance décès, c'est un peu comme une assurance voiture. C'est-à-dire que vous allez payer votre cotisation tous les mois. Si vous arrive rien, vous avez payé entre guillemets pour rien. Tant mieux pour vous, parce que vous n'avez pas d'accident, mais vous avez payé pour rien. L'assurance vie, c'est différent. L'assurance vie, vous épargnez l'argent que vous épargnez. Admettons qu'il fasse ni de plus-value ni de moins-value. À terme, le capital n'est donc pas perdu. Contrairement donc à une assurance décès. Versement d'un capital détenu à un bénéficiaire désigné, c'est-à-dire qu'effectivement, au niveau de l'assurance vie, ben, tu désignes un bénéficiaire, on ira beaucoup plus loin dans le détail parce que ça a de l'importance d'ailleurs. Et de l'assurance décès, tu as versement défini d'un capital ou d'une rente à un bénéficiaire aussi. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est que le capital, je vais mettre mon petit stylet, voilà. La seule différence, c'est que effectivement, dans cette partie-là, le versement du capital, le capital correspond à ce que vous avez mis de côté, avec potentiellement les plus ou moins values que vous avez faites. En l'occurrence, le capital d'une assurance décès, c'est un capital qui est défini à l'avance. C'est-à-dire que si vous avez capitalisé avec des primes 10 000 € et qu'au départ, vous êtes parti sur le versement
d'un capital de 5 000, ben en gros, vous avez un différentiel de 5 000. Mais en même temps, c'est comme une assurance voiture. C'est-à-dire que vous vous assurez sur votre bagnole au mois de janvier. Si vous avez un accident au mois de février, ben, l'assurance prend en charge plus que les primes que vous avez versées. Donc c'est là pour moi la grande différence. Tu préciseras si je dis une bêtise, Olivier, bien évidemment, parce que je peux en dire beaucoup. Et c'est pour ça que tu es là d'ailleurs. La grande différence, elle est là. D'un côté, vous avez l'assurance vie où c'est vous qui allez finalement épargner et vous allez potentiellement épargner sur des supports qui vont générer des plus ou moins values. De l'autre côté, l'assurance décès, vous allez payer finalement des primes qui vont vous donner droit, si vous arrive quelque chose, en l'occurrence un décès, ils vont vous donner droit au versement d'un capital prédéfini à l'avance à potentiellement des bénéficiaires. Ouais, tout à fait. Et si un jour on arrête la cotisation pour un contrat d'assurance décès, ben, toutes les cotisations sont perdues. Tu en as parlé, tu as comparé ça avec une assurance voiture, c'est exactement ça. Après, les deux peuvent avoir aussi de l'intérêt à mettre en place. C'est-à-dire que si on veut par exemple préparer les études de ses futurs enfants et leur constituer un capital jusqu'à la retraite, si on verse par exemple 100 € par mois, on peut le coupler avec une assurance décès de façon à calculer que si malheureusement il y avait un décès avant les 18 ans de mon enfant, mais le capital décès permettrait de lui constituer une épargne à sa majorité. Ça peut Ouais, être, les deux peuvent être activés ensemble. ouais, tu veux dire que, par exemple, un jeune couple qui vient d'avoir un enfant qui n'a pas forcément eu le temps d'épargner précédemment, qui ont une capacité d'épargne, admettons 200 € par mois, ils veulent investir 200 € par mois, épargner 200 € par mois pour préparer le paiement des études de leur enfant dans 10 ans, dans 15 ans. Tu veux dire que, quelque part, vu qu'ils savent qu'aujourd'hui, enfin plutôt demain, s'il leur arrive quelque chose, ils n'auront pas eu le temps d'épargner pour Exactement. les études de leurs enfants, du coup, au lieu de mettre 200 € par mois et d'épargner 200 € par mois, ils vont peut-être dire, je dis une bêtise, ils vont peut-être épargner 180 € et réserver 20 € en cas de décès pour le versement d'un capital de 20 000 € ou 30 000 € s'il leur arrive quelque chose pour payer les études de leurs enfants. Tu veux dire que c'est Exactement, c'est faire ça, un c'est tout à complément. fait ça. Comme ça, tu Ouais. couvres tous les scénarios possibles. Alors bien sûr, on espère qu'il y aura pas de décès d'ici là, Oui, mais bien sûr. malheureusement, des fois, il y a des événements de vie qui font que il y a un décès et à ce moment-là, ça peut mettre en difficulté le paiement des études des enfants ou le paiement par rapport au conjoint survivant aussi quand il y a plus qu'un salaire dans le foyer. Donc c'est vrai que ça fait un peu moins d'épargne, mais ça peut être une solution envisageable, les deux Ouais. en même temps. Et même finalement, tu veux dire que quelque part, le placement que tu vas faire, les intérêts que ça peut potentiellement générer vont venir financer l'assurance décès et vont, ouais, c'est très C'est ça. intéressant. Très, très intéressant. Ok. Donc, on avance un petit peu. Assurance vie, bon, il y a deux grands types, hein. Il y a ce qu'on appelle le contrat monosupport en fonds en euros. Et après, il y a le contrat. Alors, je ne sais pas si ça se fait déjà à l'époque, on ne faisait pas beaucoup, nous, de contrats monosupport. Ça ne se fait pas beaucoup. Non. Mais voilà. Et après, tu as le contrat multi-support, là, qui se fait évidemment beaucoup plus, qui est aussi appelé contrat en unité de compte. Les versements effectués dans un fonds euro sont garantis, entre guillemets, en contrepartie d'un rendement très limité. Notamment, là, ça a augmenté un petit peu avec les hausses de taux, notamment en 2022-2023. Mais avant, forcément, c'était quand même des contrats qui étaient extrêmement peu rémunérés. Les contrats multi-supports comportent en général forcément une part en fonds euros et des unités de compte. L'assurance vie en unité de compte est plus risquée, bien évidemment, puisqu'on peut aller sur tout un tas de supports. D'ailleurs, c'est la deuxième partie, je crois, où là, on ira vraiment dans le détail. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans un contrat d'assurance vie? Donc, l'assurance vie en unité de compte est plus risquée, bien évidemment, que le fonds euro. Les versements, mais comme partout, ne sont évidemment pas garantis. Vous pouvez constater des pertes en capital selon l'évolution des marchés financiers, hein, bien évidemment. Et donc, pour cette raison, hein, il est conseillé d'investir sur le long terme pour lisser. C'est le même principe finalement que le DCA aussi. Hein, il est conseillé évidemment d'investir sur le long terme pour lisser les effets de marché et optimiser ainsi votre potentiel de gain. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cette slide-là, Olivier? Non, 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 tu as très bien résumé les choses. Ok. J'ai rien à dire. Donc, assurance vie de grand type. On a, en investissant dans les unités de compte, vous bénéficiez d'un large choix. C'est là où toi, et les personnes qui font le même métier que toi entrent en ligne de compte.
vous bénéficiez d'un large choix de supports d'investissement avec des niveaux de volatilité plus ou moins importants. Là aussi, on le verra, toute l'importance et finalement tout le cœur de ton métier, c'est aussi d'avoir la capacité d'analyser quel est le profil de la personne que tu as en face de toi. Mm. Et forcément, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, ça dépend du profil, de l'âge, de la catégorie socio-professionnelle de la personne que tu as en face de toi, etc., etc. Tu vas proposer des allocations totalement différentes. Complètement. Moi-même, Le placement, l'objectif, il y a tout un tas de... l'objectif, exactement. Moi-même, je suis client chez toi, mes parents aussi. Tu n'as pas fait la même proposition à moi que à mes parents. C'est tout à fait normal. C'est ça. Donc, avant d'investir dans des unités de compte, il est important, voilà, c'est ce qu'on disait, hein, de définir votre profil de risque avec votre conseiller, vos objectifs patrimoniaux et la durée de votre placement. Même si généralement sur de l'assurance vie, on part pas sur 24 mois, c'est très très rare. Généralement, on essaie d'aller au moins, c'est quoi qui est recommandé, plus de 5 ans minimum. 5 ans, ouais, plus de 5 ans. 5-8 ans. Les unités, les fonds, pardon, en unités de compte sont placés en général dans des parts d'OPCVM investis en actions et obligations. Donc OPCVM, ça veut dire organisme de placement commun en valeur mobilière. Ça veut dire qu'en fait, on peut mettre ce qu'on appelle des actions, des obligations, grosso modo. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut mettre dans des OPCVM généralement ou pas? Tu peux mettre des ETF sur un contrat d'assurance vie, tu peux mettre du private equity, tu peux mettre des fonds structurés, tu en as parlé juste en dessous des SCPI. Voilà, des SCPI, voilà, parce qu'on peut mettre voilà un petit peu d'immobilier. C'est là aussi où c'est intéressant dans la diversification d'un contrat d'assurance vie. Pour moi, c'est une des grandes forces du contrat d'assurance vie, c'est qu'on les a limités euh, dans les rumeurs. On a toujours dit que c'était des contrats où on pouvait pas retirer, où Mmh. c'était très fermé, etc. Tout ça, et donc on dit, en fait, on explique aux gens que finalement c'est peu agile. Il faut le garder au moins 8 ans. Il y a très peu finalement de supports où tu peux investir. Tu as des frais monumentaux, etc., etc. Donc forcément, c'est une arnaque. Sauf que aussi le but de cette vidéo, c'est de dire la vérité aux gens. Et donc de dire la vérité, on commence par là en disant que vous allez le voir et on va développer cette seconde partie en donnant des exemples. Euh, la diversité de ces contrats-là est absolument fabuleuse. Et puis il y a des actions, on n'en a pas parlé, mais tu peux aussi acheter des actions. Nous, on a des contrats où on peut acheter des actions en direct. Donc en En fonction des direct. contrats, tu as des actions, des grosses valeurs internationales, où tu as vraiment des choses un peu plus exotiques, où on peut aller vraiment acheter des actions en direct. Donc c'est pas l'objectif, c'est pas de remplacer un compte titre à un compte titre. On va pouvoir faire des Oui, oui, allers-retours. Si on fait des allers-retours sur un contrat assurance vie de façon trop agressive, le contrat va être requalifié en compte titre. Donc il faut faire attention. Mais dans le cadre, ah, par exemple, d'un DCA, où quelqu'un va investir tous les mois sur une action, c'est tout à fait possible. La différence, elle est là, c'est qu'il va pas falloir acheter et vendre régulièrement une position. Maintenant, si on accompagne cette position en faisant des versements réguliers là-dessus, il n'y a pas de sujet. Nous, sur les contrats d'assurance vie qu'on a au sein du cabinet, sur la poche action, on est amené à faire des arbitrages 3-4 fois dans l'année au maximum. Des apports mensuels, hein, je parle, mais tu, si ouais, tu veux dire qu'en fait, voilà, on peut bien évidemment bouger, on peut être très agile, mais il faut pas que ce soit requalifié en tant que non, trading. non, 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 c'est pas un compte de trading du tout. Hmm. Mais Ouais, tu peux mais requalifier. n'empêche, Voilà, tu m'apprends quelque chose, je savais pas que, bon, en même temps, ça doit être rare. Ça doit être très rare, les gens qui s'amusent à faire des allers-retours. ouais, ouais, non, c'est rare. Après, il faut, bah, justement, le rôle du professionnel, ça va être De le d'alerter calmer. là-dessus. Hmm. Et ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui veut prendre position sur une action, enfin, sur un panier d'actions et qui a pas d'objectif d'arbitrage là-dessus, au-delà Ouais, des apports mensuels qu'il va faire, ben, un contrat d'assurance vie peut être tout à fait adapté. Et ouais, notamment par rapport à la fiscalité, on en parlera tout à l'heure, mais il y a aussi cet avantage-là de fiscalité par rapport à un compte titre. excellent. Bon, rapidement, hein, évidemment, il n'y a pas de, là, on va rien inventer, hein, l'évolution du fonds euro de 2002 à 2020 et plus. Donc, évidemment, hein, on a constaté une baisse très très forte liée à la baisse des taux. Avant d'avoir eu ce fameux rebond, voilà, 2022-2023, et ce qu'on pense, toi et moi, de toute façon, enfin, c'est pas ce qu'on pense d'ailleurs, Mm. c'est ce que les banques centrales nous annoncent, c'est que très certainement, on repartira vers une baisse des taux, donc très certainement une nouvelle baisse du fonds euro. Donc il y a beaucoup de gens qui effectivement ont
arbitré sur des fonds en euros ces derniers mois, et également sur des livrets, hein, alors je vais même un peu plus loin, hein, sur des livrets d'épargne monétaire, en se disant, regardez, aujourd'hui, le livret A, ça rémunère bien. Oui, mais en fait, ça va pas durer. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des annonces déjà pour le livret d'épargne populaire qui était rémunéré, je crois, à 6%, qui va Ouais. tomber à 4 et quelques l'année prochaine. Le livret A, ils sont en train de dire qu'ils vont, voilà, ils vont aussi baisser de manière drastique la rémunération, mais ils vont l'aligner à l'inflation, de toute façon, toujours corrélé à l'inflation. Donc, bon, a priori, de nouveau, ces livrets-là, dans les années à venir, ne délivreront très certainement plus de performances comme ça l'a été ces derniers mois. D'accord? Tu es d'accord avec ça, évidemment, Ouais, ouais, j'imagine. tout à fait. Donc quelques chiffres hein, en France, c'est intéressant toujours de regarder la part des ménages. Donc on a quand même une évolution hein, constante, évidemment, hein, depuis on le voit hein, depuis 2024. Alors aujourd'hui, voilà, je disais 30%, c'était même plus. 2021, on avait quand même 40% des ménages qui ont aujourd'hui un contrat d'assurance vie. Je pensais que c'était moins, mais c'est quand même énorme, je trouve. Donc voilà, il y a 40% des gens qui se font arnaquer. C'est ça. Non, je plaisante bien évidemment. Vous allez le voir au fur et à mesure que tout ça c'était un peu provocateur, bien évidemment. 40% donc des ménages qui ont un contrat d'assurance vie, très intéressant. Ce qui est très intéressant aussi, hein, c'est le pourcentage de détention en fonction de l'âge. Et on s'aperçoit évidemment que les très jeunes, ils pensent peu. Dans les moins de 30 ans, généralement, ils pensent peu. Et bien évidemment, plus on avance et généralement, plus comment dirais la vie familiale évolue, on commence à avoir des enfants, on commence aussi à penser à la fiscalité, à la succession aussi, on y viendra, parce que l'assurance vie a des avantages énormes en termes de succession. Et généralement, voilà, quand on commence à passer le cap de 35-40 ans, c'est là où globalement, on commence à s'y intéresser majoritairement. Ce qui est très... Alors moi, je pense que, mais on y viendra et tu nous donneras ton avis, je pense que toute personne physique doit avoir un contrat d'assurance vie. Je dis pas d'abonder, je dis pas de mettre tous les mois de l'argent, etc. Mais pour prendre date, pour bénéficier des avantages au cas où plus tard on a la vente d'un bien immobilier, une succession, quelque chose. Moi, je pense que à partir du moment où vous êtes majeur, vous devez ouvrir un contrat d'assurance vie. Maintenant, en plus, un contrat d'assurance vie, on peut l'ouvrir avec pas grand-chose. Non, avec 100 €, je pense. 100 euros. Donc, Mm. ça coûte rien du tout, absolument rien d'avoir un contrat d'assurance vie, de l'ouvrir pour bénéficier de l'enveloppe fiscale. C'est On ça. ira dans le détail un petit peu plus loin, c'est prévu. Au même titre On qu'un essaie d'y PEA. aller. Hein? Au même titre qu'un PEA. Au même titre qu'un PEA, oui, bien sûr, au même titre qu'un PEA. Et raison de plus, contrairement à un PEA, c'est que vous avez un avantage, alors fiscal comme le PEA, mais vous avez également un avantage successoral. Euh, Mm. donc voilà, c'est évidemment pour moi, ça devrait être presque une obligation d'ouvrir au moins un contrat d'assurance vie pour tout le monde. Pourcentage donc de détention. Alors là, c'est très intéressant hein, également parce que selon les métiers et selon donc l'activité professionnelle, finalement, on a des secteurs qui sont plus représentés que d'autres. Sur l'assurance vie, notamment alors les agriculteurs, les professions libérales et les retraités anciens cadres, qui sont généralement des professions où effectivement on est un petit peu plus représenté sur l'assurance vie, contrairement aux inactifs, contrairement aux ouvriers non qualifiés, par exemple. On a des secteurs qui sont un peu plus représentés. Ce qui est très 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 intéressant également comme statistique à regarder, c'est celle-ci. C'est en fait, ce graphe-là montre le pourcentage de détention en fonction du patrimoine global. En fait, en bas, vous avez ici représenté le patrimoine finalement global des ménages. Donc un patrimoine global de moins de 3 000 € jusqu'à un patrimoine global de plus de 2 millions d'euros. Et en fait, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit finalement que plus vous avez d'argent, plus le pourcentage représenté de votre contrat d'assurance vie est important. Donc finalement, euh, c'est toujours un peu là, ça va aller un peu même totalement à l'encontre de ce qui se dit notamment sur les réseaux sociaux, parce que j'ai vu quelqu'un qui disait qu'en fait qui disait qu'en fait les grandes fortunes plus on était riche, plus on investissait en pourcentage,
par rapport à son patrimoine global dans l'immobilier. Ben, c'est Non. pas forcément vrai. C'est même le contraire. Souvent, il y a la première partie, en effet, où généralement, quand on commence à développer un patrimoine, on commence effectivement à avoir de l'immobilier. Et finalement, plus le patrimoine global se développe, tu vas me donner ton avis, ça m'intéresse beaucoup, mais les stats sont pour le coup assez parlantes. Plus on développe son patrimoine immobilier, plus la part en pourcentage de l'assurance vie et de l'épargne financière va augmenter. Ouais, c'est logique parce qu'à un moment donné, tu vas dans une optique d'optimiser la transmission de ton patrimoine et l'immobilier rentre de plein droit dans la succession, ce qui est pas le cas. Enfin, on va en parler un peu tout à l'heure par rapport à l'assurance vie. Il y a quand même énormément d'avantages de ce côté-là. Donc, quand on arrive à un certain niveau de patrimoine, même souvent avant, mais en tout cas, à un moment donné, on va se poser la question de savoir comment transmettre au mieux son patrimoine à ses héritiers, comment Ouais. faire en sorte qu'ils aient moins de droits de succession à payer. Et aujourd'hui, il faut savoir que l'assurance vie, c'est le seul placement qui va permettre d'échapper en partie ou en totalité, en fonction du patrimoine, aux droits de succession pour les héritiers. Donc là, il y a un sacré avantage là-dessus. Donc c'est pour ça que ça m'étonne pas du tout, hein. Enfin, moi je le vois de toute façon sur les gros patrimoines, on travaille beaucoup sur les contrats d'assurance vie. Même si on est au-delà des abattements, on va en parler aussi un peu tout à l'heure. Il y a quand même encore tout un tas d'avantages, pas forcément très connus. Donc l'immobilier c'est bien pour faire grossir son patrimoine au début, surtout qu'il y a un effet de levier. On va pouvoir emprunter, ce qui veut dire que si on emprunte en majorité son bien immobilier, ben, l'argent qui nous reste, on va pouvoir l'investir sur un PEA, sur un compte titre sur de l'assurance vie, ce qui permettra d'optimiser les deux côtés, le placement en immobilier et éventuellement le placement financier. Donc c'est bien un certain temps, mais après, quand on approche de la retraite ou quand on est à la retraite, souvent on vend l'immobilier et on l'arbitre sur des placements comme l'assurance vie. Donc c'est très intéressant, hein. Ça aussi, ça casse un peu les rumeurs, hein. Et d'ailleurs, en parlant de rumeurs et de fausses certitudes qui circulent à droite et à gauche, on parle de l'assurance vie comme une arnaque entre guillemets parce que ce n'est pas un cadre souple. Et sauf qu'en fait, finalement, on va s'apercevoir que l'assurance vie, Mmh. c'est un cadre souple, c'est un cadre agile. Donc, il faut savoir que vous êtes libre. C'est quand même là, c'est vraiment ça casse les idées reçues parce que la plupart du temps, 80% des gens vous expliquent que l'assurance vie c'est pas souple. Donc on est libre d'effectuer des rachats partiels ou un rachat total de votre capital accumulé dès que vous le souhaitez. Donc ça veut dire ça. Ça veut dire qu'en fait, on nous explique qu'on ne peut pas retirer d'argent, etc., avant 5 ans, avant 8 ans, etc. Sauf que, en fait, la réalité, c'est que c'est faux. Pas du tout, ouais. La réalité, c'est faux. Mmh. Donc ça aussi, c'est quand même, on est véritablement sur un cadre quand même beaucoup plus souple que ce qu'on nous explique. Un rachat total, évidemment, un rachat total entraîne la clôture. Et hein, si vous Mmh. avez un contrat de 100 000 euros ou de 10 000 euros ou de 5 000 euros et que vous décidez de racheter totalement, évidemment, le contrat se clôture. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous avez un contrat de 10 000 euros et que vous décidez de retirer 9 900 euros, le contrat, il est toujours vivant. Et vous pourrez plus tard, hein, tu me confirmes, Olivier, Mmh. vous pourrez plus L'alimentaire. tard remettre éventuellement de l'argent sur ce contrat-là et garder toutes les avantages que l'on verra en suivant en termes d'antériorité du contrat. Ouais, l'antériorité fiscale, c'est ça, tout à Ouais. fait. Donc Le c'est délai moyen pour un retrait sur un contrat assurance vie, c'est une quinzaine de jours. Donc la différence par rapport à un livret, elle est là, c'est que quand on va faire un retrait sur un livret A, par exemple, immédiatement, on va avoir l'argent sur son compte bancaire. L'assurance vie, c'est une quinzaine de jours. Mais bon, c'est pas non plus, quand on a un oui, projet d'achat immobilier, de voiture, peu importe, oui, c'est quelque chose qui s'anticipe. Donc bien c'est pour sûr. ça que pour moi, c'est un placement qui est souple. On va pas parler de liquidité autant qu'un livret, mais pas très loin non plus. Et on le verra, on en dira deux mots parce que c'est quelque chose qui est peu connu aussi. Mais en plus de ça, vous pouvez même bénéficier d'une avance, hein, Ouais. sur un contrat d'assurance vie. C'est quelque chose qui est quasiment pas connu. Alors Mmh. évidemment, ceux qui parlent de l'assurance vie comme d'une arnaque se gardent bien d'en parler, mais c'est quand même moi quelque chose que j'avais utilisé aussi dans ma vie de conseiller. C'est qu'on peut bénéficier également d'avance. On en dira deux mots, tu nous diras Mmh. également deux mots là-dessus parce que ça peut être également très très intéressant euh, sur ce thème-là. Donc voilà, un cadre extrêmement souple. Il est également possible de demander, ben voilà, finalement en transition, il est également possible de demander une avance. Je croyais que c'était un petit peu plus loin. Votre assureur, cette avance, c'est un prêt octroyé par votre assureur. Donc c'est incroyable. En fait,
finalement, tu peux bénéficier, admettons que tu as un contrat d'assurance vie où tu as 10 000 euros dessus et tu as besoin, le temps d'une transition, de l'argent, mais tu veux pas y toucher parce que c'est quand même un placement, tu es potentiellement sur des actions, sur des ETF, donc tu veux pas forcément. Donc, ce qu'en fait, tu vas nous préciser, Olivier, c'est qu'en fait, tu peux demander une avance à ton assureur. Tu peux demander à ton assureur qui te prête, entre guillemets, de l'argent par rapport à ce que tu détiens sur l'assurance vie, c'est ça? Exactement. Alors, les règles sont différentes en fonction des assureurs, mais en règle générale, si vous avez 100% de votre contrat en fonds euros, si vous avez 10 000 euros, vous devriez être en mesure de pouvoir emprunter 10 000 euros. C'est un pour un. Si vous avez des actions ou des ETF ou des obligations, enfin en tout cas si votre contrat est diversifié, à ce moment-là, on peut lever un peu moins. En règle générale, c'est 60-70% quand même des montants. Souvent, c'est sur une durée de 3 ans, après renouvelable 3 fois, donc on peut aller jusqu'à 9 ans. Il y a un taux, bien sûr, d'emprunt qui est affecté là-dessus. C'est l'Euribor plus 1% à peu près. Donc là, on Ouais. est aux alentours de 3,5, 3,60 actuellement. Le Toujours rebord, pareil. pour faire simple, c'est le taux appliqué, grosso modo, sur le pour aller dans la simplicité, bien évidemment. Je salue ceux qui vont se faire une joie de casser notre manque de précision, mais grosso modo, c'est le taux appliqué sur le fonds euro et vous ajoutez en gros 1%. Moi, c'est ce que je faisais à Mm. l'époque pour le calcul. Donc voilà, c'est Ouais, ça. il me semble que c'est l'Euribor 10 ans plus 1%, mais peut-être que je me D'accord. trompe. T'as peut-être raison, c'est peut-être le taux du fonds euro. Je sais. Il me semble Ben, que le c'est taux du fonds euro doit ressembler à quelque chose près au ouais, taux de l'Euribor aussi, hein, de toute c'est façon. ça. Et mais oui, c'est vrai que c'est pas très connu. Alors après, je sais pas si tous les acteurs le font, mais en tout cas, les plus gros acteurs de la place, que ce soit votre assureur ou votre banquier, le proposent. Ça, c'est sûr. Après, sur les offres d'assurance vie en ligne, je sais pas par contre s'il y a cette possibilité-là. Mais c'est quelque chose qui est pas très connu et qui est intéressant, comme tu le disais, parce que si on a un placement qu'on a besoin de liquidité pendant 6 mois, le placement va continuer à générer des intérêts éventuellement sur Et, des. et, 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 et c'est intéressant aussi, pour une raison aussi administrative, c'est que tu n'as pas, alors ça a peut-être évolué hein, depuis que j'en fais plus, mais enfin, moi à l'époque, tu n'avais pas comment dirais-je, de dossier à monter, enfin de dossier complexe à monter avec votre salaire, votre endettement, etc., etc. On se fixe, c'est une avance. D'ailleurs, on dit c'est un prêt, mais en réalité, c'est une avance. C'est ça, exactement. Non, c'est très très simple à mettre en place. Ouais. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est peu connu et qui est véritablement un point fort pour moi également de l'assurance vie. Mm. Ok, on avance. Donc vous devrez payer les intérêts sur cette avance au taux prévu dans le contrat. Donc évidemment, il faut aller dans le détail des contrats pour voir les taux, mais encore une fois, c'est très très peu excessif, beaucoup moins cher généralement qu'un crédit revolving ou quelque chose comme ça, strictement rien à voir. Et donc, c'est là aussi où c'est intéressant, c'est là aussi où on parle peu, évidemment, ceux qui sont détracteurs du contrat d'assurance vie en parlent peu, c'est que ces contrats-là évoluent dans un cadre fiscal très attractif. Alors, c'est pas la partie la plus simple, mais on va essayer de faire des raccourcis volontairement pour que ce soit facile à comprendre pour celles et ceux qui nous écoutent. Donc, la fiscalité de l'assurance vie est optimale après une durée de 8 ans. On parle bien de la fiscalité. Les plus-values des primes versées à partir du 17 septembre 2017, ça c'est pour arrêter la date. Donc aujourd'hui, en fait, finalement, les plus-values des primes versées sont soumises au prélèvement forfaitaire unique de 30% si le contrat a entre 0 et 8 ans. D'accord. Au-delà des 8 ans, c'est là où effectivement la fiscalité devient optimale, vous bénéficiez d'un abattement annuel de 4 600 euros, le double, évidemment si c'est un couple marié, et d'un taux d'imposition, impôt sur le revenu et prélèvement sociaux de 24,5% sur les plus-values. Sur les plus-values. C'est Hein, ça. c'est ça qui est important parce que 4 600, ça paraît peu, mais 4 600, c'est sur les plus-values. Ouais. C'est important de le préciser parce que si vous avez un contrat de 100 000 euros, vous avez ouvert un contrat de 100 000 euros, aujourd'hui il vaut 110, vous retirez 50 000 euros, mais finalement la part d'intérêt sur les 50 000, ça va représenter 5 000 euros, puisque c'est 10%. Donc c'est vraiment du prorata. On va pas être imposé dès le premier euro, on va vraiment faire la distinction entre le capital épargné et les intérêts. Et là tu l'as mis en fait sur la dernière phrase. Cette fiscalité, elle va concerner les primes qui sont pour les contrats qui sont inférieurs à 150 000 euros. Si on a un contrat qui est supérieur à 150 000 euros et que le versement a été fait après le 17 septembre 2017, à ce moment-là, on a toujours l'abattement après 8 ans de 4 600 pour une personne seule
ou 9 200 pour un couple. Par Ouais. contre, la fiscalité, elle est à 30 derrière. Elle augmente un petit peu. Et les prélèvements Mmh. sociaux, plus le complément jusqu'à 30, si le contrat fait plus de 150 000 euros. Et alors, tu vas nous délivrer, C'est assez heu compliqué. hein? C'est très compliqué la fiscalité en France. Ah bah oui, ça c'est sûr. Mm. Et c'est pour ça que tu es là. Heu, Tu vas nous délivrer une astuce très importante, Olivier, par rapport à ça. C'est que, dans la dernière phrase, au-delà des 8 ans, vous bénéficiez d'un abattement annuel de 4 600. Il y a un mot qui est Mm. très important là-dedans, c'est le mot abattement annuel. Exactement. Si vous avez besoin, si vous avez un contrat et que vous avez besoin de liquidité pour un investissement immobilier, par exemple, vous pouvez tout à fait faire un retrait au mois de décembre, auquel cas vous allez bénéficier éventuellement de l'abattement de 9 200 si vous êtes marié, et un retrait en janvier, comme ça vous allez bénéficier de 18 400 euros d'abattement. D'accord. Donc finalement, L'abattement est à l'année, donc il faut jouer là-dessus aussi. Alors après, bien sûr, si on a besoin de l'intégralité du contrat, on ne pourra pas jouer là-dessus, mais en tout cas, moi souvent, je l'ai vu par expérience, quand on a un projet, ça se prépare à moyen terme, un gros projet d'acquisition, et donc à ce moment-là, nous, on va être là pour vous aiguiller au mieux et de façon à échapper au maximum à l'imposition. voire même idéalement, finalement, ça peut peut-être, selon les montants, tout ça, je dis peut-être une bêtise, tu vas m'arrêter, mais ça vaut peut-être sur une durée, par exemple, si on veut faire un retrait, je sais pas moi, au mois de février, ça vaut peut-être le coup, vu si on fait le premier retrait au mois de février, ça va être peut-être trop long d'attendre le mois de janvier de l'année d'après pour bénéficier de Mmh. l'abattement. Peut-être que ça vaut le coup, là, pour le coup, de demander une avance en Bien sûr. attendant et de faire le retrait. Et là, du coup, tu gagnes sur les deux côtés. Tu gagnes à la fois la rémunération que le contrat d'assurance vie va te générer pendant 10 mois, admettons, et en même temps, tu vas bénéficier dans un second temps de l'abattement de l'année suivante. Hein, C'est tu ça. m'arrêtes si je dis une bêtise, mais Ouais, non, t'as tout à fait raison. Tu peux gagner sur les deux tableaux, ouais. ouais, Complètement. c'est super quand même. Mmh. Voilà, c'est des spécificités quand même qu'on n'a pas l'habitude de voir n'importe où, et évidemment, dont très très peu de gens parlent. C'est dommage. Donc pour résumer, hein, si on voulait mettre ça dans un tableau, nous on est grosso modo dans ce cas-là. Si on veut optimiser, on va être dans le cas de plus de 8 ans. Normalement c'est un jour, hein, ce tableau-là. Si on est sur plus de 8 ans, hein, vous allez avoir donc 17,2% de prélèvements sociaux. Ça, on peut pas, dans notre pays, on peut pas y échapper. Ça va. C'est correct. Dans le pire des scénarios, tu es l'équivalent du compte-titre, enfin même et encore moins puisque tu as l'abattement, mais au-delà de l'abattement, dans le pire des scénarios, c'est l'équivalent du compte-titre, prélèvements sociaux plus prélèvement forfaitaire, donc tu es à 30%. Après Et l'abattement. ce que tu me disais dans les échanges aussi, c'est que parfois sur des grandes successions, dans des grosses successions sur lesquelles tu as travaillé, du coup, selon évidemment la taille du patrimoine à transmettre, et bien même en ayant cette imposition-là à 12,8, ça valait le coup d'arbitrer donc sur des contrats d'assurance vie. Ouais, alors je pense que c'est sur ta slide d'après, C'est d'accord. où tu vas être en cas de décès. En cas de Tu décès, voilà. Oui. Ouais, ouais, là vas c'est sur la fiscalité, mais je veux dire en cas de décès, tout à fait. c'est ça. Là, on était vraiment sur la fiscalité en cas de plus-value. Donc, Ouais. quand tu retires sur ton contrat que tu as de la plus-value, comment est-ce que tu es imposé? Et après, tu as une autre fiscalité propre au contrat d'assurance vie, qui est la fiscalité en cas de décès. Donc là, on va Donc, vous expliquer. Il y a quand même énormément d'avantages aussi de ce côté-là. ok. Donc, en termes de transmission, l'assurance vie est également un placement intéressant dans le cadre de la préparation de votre succession. C'est là où on va Ouais, parler également de transmission. Ce placement vous permet de désigner un ou des bénéficiaires grâce à la clause bénéficiaire. L'intérêt de l'assurance vie est que le placement permet d'échapper en partie aux règles successorales, notamment en matière de réserve héréditaire. Donc, là où c'est intéressant, c'est donc parce qu'effectivement, avec le contrat d'assurance vie, on peut transmettre à moindre coût. Ok. Est-ce que tu peux nous commenter ce tableau? ouais. Tu veux que je parle peut-être sur les contrats après, les contrats Oui, bah d'intéressement, parce que ouais, il y a ouais, oui, énormément de spécificités. Là, il oui. faut savoir qu'un contrat d'assurance vie, quand les versements sont faits avant 70 ans, sont exonérés de droits de succession jusqu'à 150 000 euros par bénéficiaire. Ça veut dire En que si totalité. en totalité, si j'ai un contrat d'assurance vie et je mets deux bénéficiaires,
mon fils et ma fille, par exemple, j'ai 300 000 euros, je décède, ils vont toucher les capitaux à mon décès, ben, ces 150 000 euros ne seront pas taxés au titre de la succession. Mhm. Là, j'ai parlé d'un cas classique enfant, mais ça pourrait être le cas d'un copain, d'un neveu, d'une nièce. C'est là la grosse force du contrat assurance vie, c'est que l'ensemble des bénéficiaires, même s'il n'y a pas de lien de parenté, à partir du moment où les versements ont été faits avant 70 ans, jusqu'à 150 000 euros, 152 500 exactement, il n'y a pas de droit de succession. Entre 152 et 852, le taux est à 20%. Au-delà de 852 000 euros de, par bénéficiaire, le taux est à 31,25. Et là, c'est vrai que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, nous, sur les gros patrimoines, en fait, on va travailler là-dessus parce que on a des clients qui sont imposés par rapport à l'ensemble de leur patrimoine à 40%, voire 45%, parce que ils ont énormément d'actifs. Donc, l'intérêt de faire des versements sur les contrats d'assurance vie, même au-delà de 852 000 euros par bénéficiaire, c'est que les héritiers vont être taxés à 31%, 31,25 exactement, au lieu de 40 ou 45%. Donc, même si on dit souvent qu'un contrat d'assurance vie, c'est intéressant de verser euh, jusqu'à 150 000 euros par bénéficiaire, pas forcément. Ça va dépendre du patrimoine de chacun. Il y a des personnes qui Mhm. ont un gros patrimoine, auquel cas on peut travailler là-dessus. Et après, il y a une autre règle, ce sont les versements qui sont versés après 70 ans, où là c'est différent. Quand on fait des versements après 70 ans, hors succession, on va pouvoir transmettre jusqu'à 30 500 euros pour l'ensemble des bénéficiaires. Donc là, on n'est vraiment plus à 150 000 euros par bénéficiaire, c'est 30 500 pour l'ensemble des bénéficiaires. Et la petite différence aussi, c'est que les intérêts après 70 ans ne sont pas fiscalisés. Donc vous placez 30 000 euros, euh, au moment de votre décès, ces 30 000 euros sont devenus 40, c'est 40 000 euros qui sera hors succession. Contrairement avant 70 ans, où c'est vraiment 152 500 qui va comprendre le capital plus les intérêts. C'est deux règles différentes. Donc même si on fait des versements après 70 ans, moi je l'encourage toujours, même si on est peut-être un peu au-delà de 30 500, puisque les intérêts ne vont pas être fiscalisés. Mais la Ouais. grosse force, elle est vraiment là, sur un contrat d'assurance vie. Euh, enfin, si je prends un schéma classique, vos enfants, sur un patrimoine, pas de très gros patrimoine, en tout cas, le taux de succession est à 20%, donc chaque enfant ne paie pas d'imposition jusqu'à 100 000 euros par parent. Et après, c'est 20%, en fonction bien sûr du patrimoine, mais j'essaie de rester sur un patrimoine classique, on va dire. Et si c'est cumulé avec un contrat d'assurance vie, ben en fait, les parents vont pouvoir transmettre un peu plus, puisque Mhm. l'argent disponible, ils vont pouvoir, au-delà des abattements de 100 000 euros et des 20%, ils vont pouvoir transmettre une partie via l'assurance vie. Et c'est pour ça que ça rejoint ce que tu disais un peu tout à l'heure, où moi j'observe que les personnes vont vraiment arbitrer leur patrimoine au moment de la retraite ou un petit peu avant, pour vendre par exemple de l'immobilier et l'intégrer sur des contrats d'assurance vie, de façon à échapper en partie ou en totalité au droit de succession. Donc, moi, ce que tu viens de dire, bon, forcément, est méga, méga intéressant. Je retiens quand même des choses importantes, en ce sens que quand on parle de 152 500 d'abattement sur la succession, ben, c'est un abattement total. C'est-à-dire Oui, qu'en fait, pas de tu droit. m'arrêtes hein, si je dis un moins B, c'est-à-dire qu'en fait, tu payes vraiment zéro de droit de succession, on est d'accord? Ça, c'est la première chose qui est quand même hyper intéressante. Deuxième chose qui est méga intéressante, c'est que c'est 152 500 euros d'abattement par bénéficiaire. Mm. Donc ça veut dire qu'en fait, si tu as deux gamins dans ton contrat d'assurance vie qui sont inscrits, ils vont bénéficier de 152 500 euros chacun d'exonération de droits de succession. On est d'accord? Exactement. Et pour terminer, ça concerne uniquement les versements en capital. C'est-à-dire que si ton contrat, en 10 ans, il double grâce aux plus-values que tu vas réaliser et qui passe de 152 à 300. Euh, Non, avant 70 ans, les 152 000, c'est vraiment capital plus intérêt. c'est capital plus Ouais. intérêt. Voilà, Le c'était dénouement, d'accord. c'est la somme qui est dénouée. C'est après 70 ans où c'est 30 D'accord. 500. Et là, par contre, les intérêts ne rentrent pas dans ce calcul-là. Mais si D'accord. tu places 100 000 euros et ça en vaut 500, que tu décèdes, si je reprends ton exemple, tu as deux enfants, c'est 250 000 euros par bénéficiaire D'accord. qui vont récupérer. C'est vraiment cette somme-là qui va être récupérée pour pouvoir calculer par rapport aux abattements. Ok.
Ok. Alors, Euh, c'est bizarre, pourquoi ils ont fait, bon, j'imagine que tu n'auras pas forcément la réponse, mais pourquoi du coup, après 70 ans, c'est 30 500 €, c'est là la différence, c'est pas par bénéficiaire, là, pour le coup, les 30 500 d'abattement, c'est sur la totalité du contrat. C'est ouais. bizarre quand même qu'il n'y ait pas... Là, je sais pas te répondre. Ouais. Après, bah, du coup, il y a vraiment intérêt, si les choses n'ont pas été faites, enfin, s'il y a des personnes qui regardent l'émission à ce moment-là et qui se posent ce genre de questions, en tout cas, il y a vraiment de gros intérêts à faire des versements avant 70 ans. Avant. Eh Après oui, oui, 70 ben ans, oui. on est bloqué. Et pour Donc, quand 69 ans, tu fais le versement, 69 ans et 11 mois, c'est bon. ouais. Alors Ok. après, faut pas le faire au dernier moment parce qu'il y a des délais au niveau des Oui, oui, assureurs. oui, non, mais ouais, Et sur je la comprends. 70e année, Hmm. effectivement, c'est bon. Ok. Et je reprends aussi ton exemple tout à l'heure. Avec tes 2 enfants, c'est chaque parent qui peut ouvrir un contrat d'assurance vie, éventuellement, si tu as le patrimoine suffisant. Ah, oui, Donc oui, si oui, oui, monsieur bien a sûr. 300 000 € et madame a 300 000 €, Sûr. en fait, avec 2 enfants, ça fait 600 000 € hors succession. Ah, Si ouais. tu es sur un taux moyen, tu vois, à 20%, ben, sur 600 000 €, déjà, ça fait 120 000 €, grosso modo, de droits de succession économisés. Et oui, tu Rien multiplies qu'avec ce par deux, ouais. mécanisme-là. Ouais, Ah ouais. avec ce Ah ouais, ouais. mécanisme-là, donc ça peut aller hyper vite. Donc, on a tout intérêt à démultiplier finalement les contrats d'assurance vie et pas juste être sur le papa qui fait le contrat d'assurance vie du foyer pour les enfants. Il vaut Non, mieux diviser en deux et faire deux contrats d'assurance vie et chacun arbitre ensuite au niveau des clauses bénéficiaires qu'on verra un petit peu plus tard sur les enfants potentiellement. c'est ça, exactement. Hyper intéressant. Bon, en résumé, finalement, hein, de ce qu'on a dit, hein, pour faire un exemple précis, hein, si avant les 70 ans, il y a 300 000 € versés, donc à ce moment-là, on aura donc sur le fils donc 152 500 € non taxés et 100 000 €, puisque s'il y a que 100 000 € pour la petite fille, 100 000 € non taxés. Et là, après les 70 ans, c'est là où c'est différent. Alors du coup, c'est le ça se fait au prorata, c'est ça, au niveau de... Là, je vois que sur cet exemple précis, euh, donc si les versements, c'est après 70 ans, donc c'est 32 000 d'abattement. Et donc, c'est en fonction de, comment dirais-je, de la répartition, là aussi, du Ouais, pourcentage du lot. en fonction de, effectivement, sur un contrat d'assurance vie, tu peux mettre 70% à monsieur en cas de Ouais, décès et ouais. 30% pour madame. Alors, plutôt l'inverse, sinon on va se faire traiter de macho, mais Ouais. imaginons 70% pour madame et 30% pour monsieur, mais effectivement, Oui, ça va être au prorata. d'accord. Donc là, c'est le cas, hein, clairement. S'il y a 2 tiers pour le fils et un tiers pour la fille, et bien également dans les abattements, la même proportionnalité va être respectée. On est d'accord? C'est C'est ça ça. que ça veut dire. Ouais. Ok. Ok, ok. Bah super. Alors, ouais, c'est pas évident, hein. C'est un peu technique, mais c'est intéressant. En banque traditionnelle, alors voilà, on arrive à donc forcément là, après hein, quand on parle de succession, on arrive à un sujet qui est évidemment hyper important, c'est le sujet donc de la clause bénéficiaire. Donc en banque traditionnelle, nous retrouvons très très souvent, dans 95% des cas, on fait, mais je le sais très bien puisque j'étais concerné, la clause standard, hein, mon conjoint à défaut, mes enfants, et c'est une erreur. La clause bénéficiaire d'une assurance vie revêt une importance cruciale dans la transmission du capital en cas de décès du souscripteur. Elle détermine qui bénéficiera des fonds de l'assurance vie. Un exemple concret de l'importance de cette clause réside dans la notion de démembrement où le souscripteur peut désigner un usufruit. Donc l'usufruit, c'est la personne qui reçoit les intérêts, ou un nu propriétaire, donc c'est la personne qui reçoit le capital à terme. Dans le cas d'un contrat en coadhésion, la clause bénéficiaire peut définir comment les fonds seront répartis entre les coadhérents, ce qui est particulièrement pertinent dans le cadre de régimes matrimoniaux spécifiques, influençant ainsi la gestion des capitaux et la protection des droits successoraux. Est-ce que tu veux commenter ça, Olivier, parce que c'est Ouais, pas c'était évident. important quand même dans la rédaction de la clause. Je donne un exemple standard. Je sais pas, monsieur a un contrat d'assurance vie de 500 000 €. La clause, mon conjoint a défaut les enfants, il décède, le conjoint va récupérer 100% de ce contrat-là, donc il va récupérer 500 000 € sur son contrat d'assurance vie. Et après, au décès des deux conjoints, les enfants vont récupérer les 500 000 €. Et comme on l'a vu tout à l'heure, ils ont 150 000 € d'abattement, ce qui veut dire qu'au-delà, sur la fraction de 100 000 € chacun, ils vont payer 20%, on l'a vu aussi, de droits de succession, donc ils vont payer 20 000 €.
Maintenant, si le conjoint survivant, parce que, par exemple, il a suffisamment de patrimoine, n'a pas forcément besoin de récupérer ces 500 000 euros, bah, si on fait un versement au premier décès du conjoint, donc du papa par exemple, ils vont déjà pouvoir bénéficier d'une certaine somme avec des abattements, éventuellement ne pas payer de droits, et au décès du deuxième parent, ils ne paieront pas de droits non plus, puisqu'il y a déjà le contrat qui aura été partagé au premier décès. Donc c'est important quand même de travailler là-dessus. Après, il y a la clause démembrée. Alors la clause démembrée, c'est vraiment compliqué. Bon, peut-être qu'on va pas vraiment le détailler ici, c'est assez compliqué, mais en tout cas, ça va fonctionner. On appelle ça du quasi-usufruit, c'est-à-dire que quand on fait du démembrement immobilier, l'usufruit et la nue propriété représentent l'ensemble du bien. L'usufruit, c'est la possibilité de pouvoir utiliser le bien. Donc, si on est sur un bien immobilier, on va pouvoir habiter ce bien-là. Et la nue propriété, ça va être la propriété des murs. Et souvent, au décès de l'un des deux parents, ce qu'on met en place, c'est que le conjoint survivant récupère l'usufruit pour pouvoir habiter la maison jusqu'à son décès. Les enfants vont récupérer la nue propriété. Le fait de faire ça au décès du premier parent, ça veut dire que derrière, le patrimoine ne sera pas taxé de nouveau au décès du second conjoint, puisqu'il va être partagé au premier décès. Il y aura éventuellement des droits de succession qui vont être calculés à ce moment-là, mais en tout cas, il ne sera pas de nouveau réintégré à la succession. Et bien, sur l'assurance vie, ça va être un peu la même façon de fonctionner. Les enfants, si on les met nus propriétaires, il y aura déjà éventuellement des droits de succession qui vont être calculés au premier décès, et le conjoint va pouvoir utiliser le capital, voire les intérêts, voire le capital du contrat d'assurance vie. Alors c'est à faire, il faut faire aussi attention parce que il peut y avoir des droits de succession en fonction du montant de l'assurance vie à payer au premier décès, et si après le conjoint survivant utilise l'intégralité du contrat, bah, les enfants auront été un peu lésés parce qu'ils auront payé des droits de succession sur un capital qu'ils récupéreront pas. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué d'en parler ici, mais en tout cas ça peut être un sacré effet de levier. Mais il faut bien cerner les besoins du conjoint survivant, il faut bien cerner les Mmh. besoins des enfants. Enfin, il y a vraiment beaucoup de paramètres à en prendre en compte. Et c'est vrai que les banques le mettent pas en place parce que d'un point de vue juridique, c'est souvent assez compliqué. Donc Mmh. soit il renvoie vers le notaire, auquel cas, si le notaire rédige cette clause, après ils veulent bien le prendre en compte. Nous, ben, on travaille aussi avec des notaires, mais maintenant, les gros assureurs, on va dire, acceptent de le mettre en place automatiquement dès l'ouverture du contrat. Ah oui, et ce qui est important aussi de savoir, c'est que rien n'est figé sur un contrat assurance vie. Si à un moment donné, vous voulez changer la clause bénéficiaire, vous pouvez le faire à tout moment. On va vous le demander au moment de l'ouverture du contrat, mais si vous changez d'avis en 6 mois, 1 an, 2 ans ou dans 10 ans, vous pouvez le faire, il n'y a pas de frais. Il faut juste penser à le faire, mais en tout cas, c'est possible. Ça, c'est important parce que ça va pas rester figé dans le temps. Il peut y avoir énormément d'événements de vie qui font qu'à un moment donné, vous voulez plus transmettre Mmh. à la même personne qui était désignée au départ de votre contrat. Donc, pensez aussi éventuellement à le faire avant que ça soit trop tard. Il n'y a vraiment que quand il y a un décès que là, c'est trop tard et qu'on peut plus activer les choses. Mmh. Et, l'assurance vie, c'est avant tout un contrat d'épargne, ce qui veut dire que l'argent qui est placé sur le contrat, il vous appartient et vous pouvez en disposer à 100% de votre vivant. C'est vraiment en cas de décès, c'est ce qu'on est en train de voir là avec Tino, mais c'est vraiment que dans le cas d'un décès où on va activer les plafonds de transmission, les plafonds par rapport aux droits éventuels sur les capitaux. Mais s'il y a OK. zéro, et la clause bénéficiaire ne sera bien sûr pas activée. Très intéressant. Bon, je mettrai quelque part sur la vidéo et même en description. De toute façon, je mettrai un lien également pour celles et ceux qui veulent te contacter, vous contacter pour avoir des infos, pour avoir des rendez-vous, tout ça. Je mettrai un lien, un questionnaire pour pouvoir, enfin un formulaire pour pouvoir vous joindre. Ok. Bon, évidemment, hein, là on rentre vraiment, on est entré vraiment dans le détail, mais bon, forcément, c'est hyper intéressant, hein. C'est pour ça que là aussi, encore une fois, faire des raccourcis sur le contrat d'assurance vie, ils sont très forts parce que c'est c'est tellement vaste que du coup, compliqué de faire des raccourcis. La première partie de cette vidéo, donc sur finalement qu'est-ce que l'assurance vie, évidemment, elle était très large, très importante, mais je pense que c'était aussi important, voilà, de passer du temps là-dessus pour que les gens puissent se former, monter en compétences et puissent véritablement avoir conscience de tous les tenants et les aboutissants de
de ces contrats-là. La deuxième partie que je veux voir avec toi, c'est la partie de qu'est-ce qu'on peut mettre dans un contrat d'assurance vie. Parce que pour moi, si je devais visualiser un peu l'assurance vie, hein, encore une fois, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, c'est le but aussi que j'en dise pour que toi tu puisses également me contredire. C'est que moi je vois un petit peu le contrat d'assurance vie, un peu comme le PEA d'ailleurs, comme une enveloppe, voilà, une commode finalement, et avec des spécificités dont tu disposes, avec des avantages dont tu disposes lorsque tu ouvres cette enveloppe-là. Et à l'intérieur de cette enveloppe-là, tu peux avoir des tiroirs. À l'intérieur de cette commode-là, tu peux avoir des tiroirs. Et ces tiroirs, tu peux mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Si je devais résumer un petit peu, grosso modo, l'assurance vie, je dirais que c'est deux parties. Partie de gauche, où on a effectivement ce qu'on utilise très, très peu, c'est-à-dire le monosupport avec juste du fonds euro, voilà. Donc ça, c'est peu utilisé. Et l'autre partie, c'est effectivement la partie multi-support, où là, on va avoir du fonds euro, évidemment, et surtout, c'est là où c'est intéressant, de l'unité de compte, et là, on va mettre un peu de tout. Quand je dis un peu de tout, qu'est-ce que ça veut dire, Olivier, dans cette partie unité support? Qu'est-ce que tu peux mettre globalement? Qu'est-ce que toi, avec tes clients, tu mets? Voilà. À quoi tu peux toucher là-dedans? Alors, tu l'as noté sur le schéma, des trackers, des ETF, CPI, SCI, des SICAV, des actions, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, du private equity, des fonds structurés. Alors ça va pas s'adapter à tous les contrats. Il y a certains contrats où on va pas pouvoir mettre du private equity. Par Chez les rapport à des montants, Olivier, c'est par Ouais, rapport à des montants que tu peux pas? Ouais. c'est ça. Il y a plusieurs choses. Il y a par rapport au montant et par rapport à la disponibilité des fonds. C'est-à-dire que quand on est Ok. sur un contrat d'assurance vie français, de Ok. droit français, je sais pas, à la BNP par exemple, au Crédit Ouais. Agricole, l'assureur doit respecter un certain niveau de liquidité. Aujourd'hui, quand on investit sur du private equity, non, enfin, de façon classique, on va dire, les fonds sont bloqués pendant 10 ans. Ce qui veut dire que pour l'intérêt sur un contrat assurance vie, c'est compliqué parce que si le client a besoin de retirer les sommes qui sont versées sur le private equity, ça va être très très compliqué. Donc, on est vraiment sur enfin pour moi en tout cas, c'est pas vraiment du private equity parce que le gérant qui va travailler là-dessus, sur cette classe d'actifs, il va avoir besoin de temps pour acheter des entreprises, les aider à se développer, vendre la participation avec un maximum de plus-value, et puis réinvestir ces sommes-là sur d'autres entreprises, ce qui pourra pas le faire dans un contrat assurance vie où éventuellement l'argent doit être disponible à tout moment. Euh, donc nous après avec Eurutia, la plupart de nos contrats on les travaille au Luxembourg. Alors Luxembourg, on n'en a pas parlé, mais c'est un contrat d'assurance vie qui fonctionne comme un contrat d'assurance vie de droit français, c'est-à-dire qu'on a la même fiscalité en cas de décès, on a la même fiscalité pendant la durée de vie de contrat. La grosse différence, c'est qu'à l'intérieur, on va pouvoir mettre énormément de choses. On va pouvoir intégrer l'ensemble des gérants de la place. Souvent, quand vous êtes chez un assureur type banque, vous allez pouvoir intégrer des ETF, des SICAV, avec lesquels vont travailler la banque, mais ça va être sur un choix qui va être quand même assez limité. Au Luxembourg, c'est 100% des acteurs du marché. Donc ça ouvre énormément de possibilités. Il y a les actions dont on a parlé aussi, où là, on va pouvoir investir tout un tas d'actions. Le private equity, mais le vrai, du coup, où l'argent va rester bloqué pendant 10 ans. Et après, les fonds structurés que nous, on a l'habitude de créer de façon sur mesure pour nos clients, où là, enfin, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais on va travailler sur un marché action et on va apporter à nos clients une garantie sur la protection du capital, en règle générale jusqu'à moins 50, moins 60 ou moins 70%. Ça veut dire que jusqu'à ce niveau de baisse de l'action, il n'y aura pas de perte. Et on va leur apporter un coupon annuel de rendement qui varie entre 8 et 16 ou 17% pour les titres les plus volatiles. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de possibilités, mais pour moi, les possibilités sont pas les mêmes sur un contrat de droit français qu'un contrat luxembourgeois. C'est pour ça que je voulais faire un petit Je comprends. Oui, oui, tu veux faire le distinguo. voilà, c'est ça. Maintenant, sur le contrat de droit luxembourgeois, il y a des montants minimums pour d'investissement qui sont à 250 000 euros, donc ça va pas s'adresser à Tout le tout le monde, monde, oui. malheureusement. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que en fait, tu es en train d'expliquer également que tu m'arrêtes encore une fois si j'ai des bêtises, hein, tu peux investir dans un contrat d'assurance vie sur des actions en direct. Mhm. Tu peux investir sur un contrat d'assurance vie sur des actions en direct, y compris internationales. Oui.
Donc, tu peux acheter du Amazon, je vais faire simple, sur un contrat Exactement. d'assurance vie, tout en bénéficiant de la fiscalité de l'assurance vie, de la fiscalité française. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est quelque chose que, par contre, tu peux pas faire sur un compte titre ou, je veux dire, sur un PEA pour être, Un PEA, ouais. sur un PEA, tu peux pas investir sur du Amazon dans un PEA et bénéficier de la fiscalité. Et c'est tout le paradoxe d'ailleurs enfin, je sais pas ce que tu en penses, je divague un peu, mais c'est tout le paradoxe de la fiscalité française, c'est-à-dire que on te dit tu ne peux pas investir sur une action Amazon dans un PEA parce que on ne veut pas te faire bénéficier de la fiscalité française sur un investissement aux États-Unis. Et toi, tu es en train de nous expliquer que, parallèlement à ça, tu peux investir sur Amazon dans un contrat d'assurance vie et bénéficier de la fiscalité française. C'est ça. T'as bien résumé. On est d'accord, je dis pas une bêtise là. Ouais. D'accord, ok, bon ça va, j'ai bien résumé. T'as Ok, tout bah, à c'est fait très compris, ouais. intéressant. C'est très très intéressant. Ok, bon, on n'est pas un C'est toi qui paradoxe près. décide de ce genre de loi. Après, c'est toujours compliqué en France de réformer les lois. Donc, voilà, D'accord. c'est peut-être des schémas qui sont vieux, vieillissants ou Oui, 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 oui. revus, quoi. Ouais, Mais ok. bon, il y a des paradoxes comme ça qui sont assez rigolos. Ouais. Super intéressant. Vraiment super intéressant. Je suis très content de tout ce que tu nous précises là parce que je pensais pas être déçu, mais je le suis encore moins que ce que j'aurais pu le croire. C'est très très intéressant. Alors évidemment, on va passer au sujet qui fâche, Olivier. C'est celui-ci, c'est le sujet principal, c'est les frais et les performances de ces contrats-là, parce que on va pas se mentir, au niveau des frais sur ces contrats-là, beaucoup de banques traditionnelles pendant des années, et Hmm. j'en sais quelque chose, de par les contrats notamment de ma maman, etc., sur des banques que je ne citerai pas, effectivement, ça bouffe clairement la performance. Hein, voilà. Même quand tu es sur des gestions pilotées, euh, gestion pilotée, qu'est-ce que ça veut dire, Olivier, hein, tu peux peut-être préciser, du coup, parce qu'on entend souvent ce mot-là aussi, peut-être en termes de vocabulaire. Euh, on appelle ça aussi la gestion, enfin, gestion sous mandat, Ouais, c'est également. ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, la gestion sous mandat? C'est une poche. Alors, soit la totalité de votre contrat d'assurance vie, si vous confiez l'intégralité de votre contrat, ou sinon une poche de votre contrat qui va être gérée par la banque ou par l'assureur. Donc, c'est lui qui va être en charge de faire des arbitrages sur votre contrat. Et ça, forcément, ça a un coût. Ça va dépendre des assureurs, mais ça peut être 1%, 1,5% en plus des frais de gestion à l'année sur votre contrat. Et en Ouais, plus, il y a des frais inhérents au support que vous avez aussi à l'intérieur de votre contrat. Donc, si vous avez des SICAV sur une thématique, je sais pas, intelligence artificielle, par exemple, bah, il faut savoir aussi, et c'est normal, que le gérant applique des frais de gestion. Donc, tout ça mis à bout, bah, on va le voir, on peut arriver à des frais quand même assez importants sur le contrat d'assurance vie. Donc, il faut être vigilant là-dessus. Vraiment, parce et que ça, c'est, comme tu l'as dit, c'est ça qui mange la performance à long terme. ah Alors, ben moi, ma pauvre maman, 10 ans de contrat gestion sous mandat, 2% de performance en 10 ans, bouffé par les frais. avec des marchés qui montent, Avec des marchés qui ont explosé à la hausse. voilà, c'est fou. Donc, même pas l'inflation, c'est lamentable. Mm. Lamentable. Lamentable. Alors, d'avoir une mauvaise performance, c'est pas top, évidemment. Mais à la limite, moi, tu vois, enfin, je veux dire, bon, je pars du principe que l'être humain a le droit de pas être bon et voilà, on peut avoir une Mm. mauvaise performance. Mais au moins, quand tu vois que tes contrats, les contrats que tu as fait souscrire à tes clients n'ont pas une bonne performance pendant que les marchés explosent à la hausse, tu peux aussi dire, on va un petit peu vous faire cadeau de tout ou partie des frais qu'on vous Ouais. attribue, tu vois. Voilà, tu peux aussi. Bref, on va pas revenir sur le sujet. Euh, donc en frais, ce qu'il faut savoir, Olivier, c'est que tu m'arrêtes encore une fois si c'est une bêtise, mais tu as trois grands types de frais sur les contrats d'assurance vie. Tu as évidemment d'abord les frais de souscription, pardon, qui sont des frais qui sont perçus sur chaque versement effectué. Et je m'excuse pour la grossière orthographe, entre 0 et 5% de chaque versement et qui peuvent être négociés. Négocier. Hein, là, Ouais. pour la plupart du cas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand vous versez 10 000 euros, eh bien, on vous enlève 3%, mettons, de frais de souscription. Ça veut dire qu'en fait, au final, il vous reste grosso modo 9 700 euros qui sont véritablement investis sur le support. C'est ça. Juste, je rebondis sur ce que tu dis. Sûr. C'est juste, il faut pas que on s'attarde uniquement sur les frais les plus faibles.
C'est pas parce que vous allez avoir des frais d'entrée à 0%, par exemple, que votre contrat va forcément être mieux rémunéré ou être mieux géré qu'un contrat sur lequel vous Ouais. auriez 1 ou 2% de frais d'entrée. Et c'est Mhm. la même chose pour l'ensemble des frais dont on va parler. C'est un critère à prendre en compte, mais c'est pas le seul. Il y a des gérants, on dit beaucoup, par exemple, que les gérants ne surperforment pas le marché, c'est vrai, et pas tous. Dans le lot, moi je travaille avec des gérants sur lesquels il y a des frais de gestion à l'année. Maintenant, ils ont des performances qui sont bien supérieures au benchmark sur lequel ils sont Mhm. référencés. C'est juste qu'il faut être sélectif. Là, on va insister là-dessus, mais en tout cas, il faut être vigilant là-dessus, mais il faut pas ne regarder que les frais les moins chers. C'est pas ça qui va forcément vous amener la meilleure performance. Bah, c'est un peu ça, pour faire le parallèle, hein, c'est un peu lorsque tu as un client qui vient te voir pour un crédit immobilier, qui la première question qu'il te pose, c'est quel est le taux que vous avez. Sauf que Mmh. le taux d'un crédit immobilier, ça, comme tu le dis, de l'importance, c'est un critère important, mais c'est pas le seul. Si Ouais. tu as un taux de crédit immobilier très élevé, mais que derrière tu as un taux d'assurance très peu cher, t'as pas de frais de dossier, t'as pas de coût Mmh. de garantie ou très peu, etc. Peut-être que le coût total de ton crédit va être inférieur ou supérieur à un autre, alors Mmh. que tu as un taux d'intérêt différent. Mais c'est un peu ce que tu es en train de dire, hein, c'est que finalement, les frais de souscription, c'est important, mais il faut regarder au global et il faut regarder une performance globale. On préfère bien évidemment avoir 3% de frais de souscription avec une performance de 10 que 0% de frais de souscription avec une performance de 3% par exemple. Exactement, c'est ça. Donc, ouais, non, bien sûr, bien sûr. Et c'est là aussi où toi, voilà, tu entres en ligne de compte parce que tu as la compétence tu as la visibilité pour voir un petit peu qui travaille correctement voilà, dans ce domaine-là. Ouais, Donc, puis il y a des outils qui sont accessibles, on en parlera tout à l'heure, qui sont oui, accessibles à tout le monde sur internet. Vous allez pouvoir comparer les ETF, comparer les SICAV, comparer les fonds à thème. Ça va vous oui. permettre déjà, si vous avez une idée d'investissement sur un secteur bien précis, sur les nouvelles technologies par exemple, vous allez pouvoir comparer tous les fonds qui sont référencés dans ce secteur-là, comparer les frais de souscription à chacun et bien sûr la Mmh. performance. Et vous allez Ouais, voir et qu'il y a ce des site est différences. génial. Ouais, ouais. Comment? Je dis, ce site est génial parce Ouais, que on va vous donner, en suivant, on va vous partager, grâce à toi Olivier, on va vous partager un site qui permet de visualiser les performances d'un fonds par rapport à son indice de référence. Donc en fait, on a un fonds potentiellement qui va avoir comme indice de référence le S&P 500 qui va faire mieux que le S&P 500. Et ça, grâce à ce site-là qu'on va vous présenter un petit peu plus loin, vous pouvez y avoir accès et c'est gratuit. Hein, ouais, c'est ça. c'est Mm. quand même fantastique. Donc, on va vous le montrer un petit peu plus loin. Ok, pour les frais de souscription, ensuite la deuxième partie, c'est les frais d'arbitrage. Les frais d'arbitrage, c'est quoi? C'est finalement lorsqu'on fait des modifications entre les fonds d'investissement, donc on change finalement de tiroir, hein, on passe du fonds en euros vers, voilà, je sais pas moi, des obligations, voilà. Donc effectivement, le fait de changer, il y a un coût, donc qui est compris entre 0 et 1,5% et qui peuvent être négociés. C'est ça. Et souvent, les assureurs proposent 2, 3 arbitrages par an gratuits. Et c'est après ces 2 ou 3 arbitrages qui sont gratuits où là, il peut y avoir des frais. Hmm. Oui, parce que le fait de faire des modifications, bien évidemment, c'est du temps pour l'assureur, il faut faire de Mm. l'administratif, il faut s'en occuper, donc tout ça. Pour moi, ce sont des frais qui sont logiques, si tu veux. Entendable. Ouais. Voilà. Et puis en plus, ça quelque part, ça peut être bénéfique finalement. Je vais aller loin hein, dans mon raisonnement, à condition qu'ils soient raisonnables. Mais ça peut être, ou comme tu l'as dit, qui est un ou deux arbitrages par an gratuits, ça peut être bénéfique également pour les gens qui sont détenteurs des contrats. Pourquoi? Parce que ça peut les limiter également dans les mouvements. Et ça peut leur éviter donc de basculer sur un effet trading où là, ils vont vouloir timer le marché. Et finalement, c'est ce qu'on constate, c'est que finalement, sur du moyen long terme, cet aspect timing peut leur être préjudiciable en termes de performance. Complètement, ouais. Il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à timer le marché. Enfin, oui, il y a les traders, il y a les gens qui connaissent et qui vont sur les marchés financiers et qui essayent de le faire, mais bon, le contrat sur vie va s'adresser vraiment à l'ensemble. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a 40% aujourd'hui des Français qui sont détenteurs d'un contrat assurance vie. Il n'y a pas 40% des Français qui vont sur les marchés tous les jours, qui vont trader sur un PEA ou sur un Conti. Donc, l'effet timer le marché est hyper compliqué. Et c'est vrai que le contrat Mmh. assurance vie a cet avantage-là, qu'on est sur un horizon de placement 5 ans, 8 ans ou plus,
qui permet d'être un peu plus détendu sur ses investissements Mmh. et sur sa prise de décision. OK, évidemment très intéressant et puis la dernière partie, hein, ce sont les frais de gestion qui sont des frais annuels, qui représentent entre 0,4 et 1 de l'épargne que l'assureur gère pour vous et qui peuvent généralement être difficilement, Mmh. négociables, hein, Olivier? Ouais, c'est très ça peut être négociable, nous par exemple sur les contrats luxembourgeois, on peut le négocier quand on est sur des gros montants, Gros montant. voilà, plusieurs, millions d'euros. Bon, c'est la partie qui fait peur, hein, évidemment. La comparaison des frais en gestion pilotée, hein, donc là, évidemment, on peut avoir finalement, lorsqu'on cumule un petit peu l'ensemble des frais, hein, forcément, on peut avoir des frais qui sont de l'ordre de 3, 4%, même au-delà, sur certains contrats. Donc, vaut mieux avoir de la perf hein, quand on a des frais finalement qui C'est énorme 4%. Quand tu vois que tu as 4% par an de frais, c'est énorme. bah, disons que si tu pars du principe que tu vas arriver à t'aligner à la performance des marchés financiers, ce qui est déjà pas mal, donc on va dire à une performance du S&P 500, on va dire de quoi on va dire 8% par an, allez, on va dire Mmh. 8% par an, ben finalement tu bouffes plus de la moitié sur certains contrats de la perf. Ouais, et sous Euh, condition que tu sois investi à 100% en UC. En règle générale, tu es pas investi 100% en UC, tu as une épargne non, ben non. en euros qui est, elle, rémunérée cette année aux alentours de 3%, mais comme tu l'as montré tout à l'heure, on était plutôt entre 1 et 1,5 sur les 10 dernières années. Après, les assureurs en ligne ont des frais de gestion aux alentours de 1,7, 1,8. Oui, Parce que ils gèrent, en fait, tu m'en as parlé aussi tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle le mandat de gestion, où ils oui. vont prendre la gestion à 100% du contrat. Donc c'est pour ça que c'est plus cher que 1%, ça reste moins cher que les acteurs traditionnels. Ça, là, je suis pas en train de dire que l'un est meilleur que l'autre, hein, mais on peut trouver des frais de gestion qui sont quand même moins Hmm. élevés que 4%. 4%, c'est abusif. Après, encore une fois, si 4% l'assureur fait 20% de perf à l'année, on paye, il n'y Oui, a pas de oui. problème. Hein. Mais bon, il y en a pas beaucoup malheureusement sur le marché. Ok, donc voilà pour la partie qui fâche, la partie frais. Hein. Maintenant, on va aborder la partie perf, puisque bien évidemment c'est une partie également très importante. La performance déplacement sans risque, c'était 2022. Hein. Donc il faut savoir que voilà un peu la performance que vous aviez en 2022. Ce qu'il faut savoir également, c'est que il y a des différences également entre les pays, notamment de la zone euro. Il y a des différences, on constate des différences de performance dans les pays de la zone euro pour plusieurs raisons. C'est surtout une raison d'appétence au risque. Parce que on a une idée reçue, et également, c'est vrai qu'on est un peu impacté en France par rapport à ça. C'est qu'on veut tout le temps sécuriser la sécurité, la sécurité, la sécurité. C'est notre culture. Même si ça évolue petit à petit quand même, mais la mentalité française, c'est qu'il faut avoir de la sécurité dans notre travail, la sécurité de l'emploi, la sécurité de la perf, la sécurité. Et sauf que malheureusement, sur les marchés financiers, surtout évidemment ces dernières années où on a des marchés financiers qui ont énormément progressé, la sécurité engendre très régulièrement la sous-performance. Mmh. Et donc, on le voit ici très clairement entre des pays assez similaires, la Belgique, la France, l'Italie, comparé au Luxembourg, on voit le Luxembourg qui a 75% de parts liées à des fonds d'investissement. Et donc, voilà, la différence, elle est quand même vachement importante là-dessus. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que généralement, le Luxembourg, est vu comme un pays roi pour les contrats d'assurance vie et pour leur performance. Est-ce que tu as un mot à nous dire là-dessus, toi, Olivier? Ouais, je vais reprendre un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Le gros avantage du contrat luxembourgeois, c'est qu'on va pouvoir y intégrer quasiment tous les actifs. Donc en fait, ça va être un véhicule d'investissement. C'est pour ça que pour moi, c'est intéressant parce qu'il y a il y a déjà deux notions. Il y a le véhicule d'investissement, c'est l'enveloppe qui va vous accompagner pour réaliser vos projets, pour préparer votre retraite, pour préparer votre indépendance financière. Donc déjà, ce premier choix est important parce que celui du Luxembourg vous permettra de pouvoir y mettre quasiment tous les supports disponibles sur l'ensemble des contrats d'assurance vie. Et la différence, elle est là, c'est que vous allez vraiment avoir un choix de pouvoir avoir les meilleurs acteurs du monde, un maximum d'actions, des fonds structurés sur mesure, du private equity.
dans le but, bien sûr, que la performance finale soit supérieure aux autres contrats. En France, 29% d'unités de compte, c'est déjà, je pense qu'il y a une grosse distinction entre la banque, par exemple, et l'assureur. Les assureurs, en règle générale, ils ont plutôt des contrats qui sont diversifiés à 50-60%, alors que les banques vont voir plutôt des contrats qui vont être diversifiés entre Mmh. 15 et 20%. Il y a vraiment cette culture bancaire qui est assez conservatrice et prudente par rapport à l'assureur qui, lui, va être un peu plus connecté sur les marchés financiers, par exemple. Bon, le panorama des perfs, on le montre très rapidement, c'est pas si intéressant que ça. Voilà, les performances moyennes, on le voit, finalement, c'est un peu, c'est un peu compliqué. Voilà, les gestions, alors on le voit, hein, donc, hein, lorsqu'on fait un peu la comparaison entre les gestions profilées prudentes et les gestions profilées audacieuses, donc plus risquées, forcément audacieuse, ça veut dire un petit peu plus risqué. Effectivement, tout de suite, on s'aperçoit que c'est lié à deux phénomènes de performance. C'est que, un, évidemment, le profil peu risqué, généralement, on va sur du fonds euro et on sait que le fonds euro a largement sous-performé les marchés financiers sur les 5, voire même 10 dernières années. Et donc, forcément, hein, si on a moins de fonds euros, on a plus, en général, d'actions, etc. Et là, forcément, c'est là où on a fait généralement la perf sur les dernières années. Mm. Il y a peut-être des choses qui ont changé un petit peu ces derniers temps. C'est là où moi aussi je te remercie parce que sur le placement qu'on avait fait ensemble, il y a une partie obligue Mm. qui a été quand même fortement intéressante avec des obligues que vous proposiez sur, c'était JP Morgan, hein, je crois. Goldman Sachs. C'était Goldman Sachs à 6%. Donc c'est quand même, voilà, en termes de risque, Mm. peu risqué et voilà en termes de rémunération. Donc aussi dans l'optique de la diversification d'un patrimoine, hein, ça peut être vachement intéressant. Après, c'est un Euh, contexte de marché qui est assez nouveau puisque les taux ont ouais, fortement augmenté oui, en 2000, fin 2022 et pendant toute l'année 2023. 2023 et surtout en fin d'année 2023. Donc, euh, ça va être le rôle de votre assureur, votre banquier ou de votre conseiller en gestion de patrimoine. Lui, son rôle, ça va être là-dessus. Ça va être de vous proposer les meilleurs placements du moment. Ouais. Sur une gestion pilotée, par exemple, la gestion pilotée devrait aussi pouvoir vous orienter, quand le contexte est plus favorable sur les obligations, à des obligations. Et quand le contexte est plus favorable sur le marché action, arbitrer là-dessus. Après, vous pouvez le faire vous-même, hein, bien sûr, hein, mais pour les gens qui n'ont pas l'envie, qui n'ont pas les connaissances, normalement, ça va être le rôle de l'assureur ou du banquier de faire ça. Hmm. Forcément, les performances sont pas les mêmes. Hein. Tous les gestionnaires ne sont pas identiques. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que on ne peut pas timer le marché. Mm. En revanche, on peut quand même observer des cycles récurrents sur les marchés et on peut donc arbitrer en fonction de ces cycles-là avec une horizon de temps quand même moyen-long terme. C'est ça, en Ouais, fait. ouais, ouais, complètement. Il faut pouvoir exploiter les conditions de marché qui se présentent à nous. Ouais. Quelqu'un qui veut pas prendre de risques sur un contrat d'assurance vie ou pas prendre trop de risques, par contre qui sait qu'il veut placer cet argent pour 10 ans ou plus, pourquoi ne pas arbitrer par exemple du fonds euro sur un placement obligataire et bloquer un taux à 4, 5 ou 6% plutôt qu'avoir du 3 à aujourd'hui sur du fonds euro, tout en sachant que dans les années à venir, ce taux-là va baisser. Ouais. Et donc on en vient à la performance de Rutia, hein. On travaille en transparence, on les donnera au fur et à mesure des webinaires aussi, hein, on Mm. tiendra informé de ce qui se passe, dans les bons comme dans les mauvais moments. Là, Ouais. en l'occurrence, chez vous, il y a eu de très très belles choses réalisées ces derniers mois. Tant mieux pour vous, tant mieux pour vos clients dont je fais partie. Mais voilà, chaque client, effectivement, c'est là aussi qu'il faut faire attention hein, quand on parle de Ouais. rémunération, quand on parle de performance, c'est que chaque client a un prix de revient différent en fonction du moment. Euh, où il rentre, s'il fait des apports réguliers, si voilà, évidemment des retraits, des niveaux de risque, etc. La SICAV allocation du mois de juin 2023, donc on est sur une performance quand même très intéressante.
Voilà. Est-ce que tu veux dire 2 mots là-dessus au niveau de la... Ce qui m'intéresse, c'est pas tant la performance, ce qui m'intéresse, c'est Ouais. plus, on en a parlé hier en off tous les deux. Ce qui m'intéresse plus, c'est voilà votre optique un petit peu en termes de diversification. Voilà, pourquoi tu avais choisi. Alors on va pas faire la liste, mais peut-être voilà pourquoi tu avais mis l'accent sur tel ou tel secteur. Comme je l'ai Nous, évoqué. quand on accompagne nos clients, ben, on va plutôt les accompagner à moyen long terme. Donc, si on réfléchit sur des allocations SICAV ou ETF, on va essayer d'identifier les secteurs porteurs dans les années à venir. On va pas être sur un placement sur 6 mois ou un an. Donc, le niveau d'entrée, il est important, bien sûr, mais il va pas être déterminant pour la performance si on se trompe pas sur le secteur d'avenir. Oui, Dans tous les secteurs qu'on a identifiés, ben, il y avait l'Inde, l'intelligence artificielle, on en parle oui. beaucoup. La cybersécurité, pour moi, ça reste une thématique qui est forte. Le healthcare, alors le healthcare, ouais, tu vois, c'est la ligne qui a un moins-value, qui a un -3, mais elle a remonté un petit peu, donc c'est tout ce qui est santé, parce que, pareil, on pense que la santé à moyen et long terme, c'est incontournable. Ça, ce sont des secteurs qui ont fait leurs preuves et qui sont en plus de 10% par an depuis plus de 10 ans. Ouais. Les changements climatiques aussi. Donc voilà, on essaie vraiment d'identifier ces secteurs-là. Et après, une fois qu'on a identifié les secteurs, on va travailler sur les meilleurs gérants ou les meilleurs ETF du secteur. Puisque en Inde, moi, j'ai pas les compétences pour aller acheter telle ou telle action de l'Inde. Je connais pas le marché. Par contre, je vais regarder quel est l'un des meilleurs acteurs ou le meilleur acteur du secteur, celui qui a fait ses preuves, celui qui a des frais de gestion qui sont raisonnables. Et c'est ça qu'on va intégrer dans les allocations de nos Et portefeuilles voilà. clients. Et c'est là où c'est super intéressant, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu prends le parti d'investir, par exemple, sur un secteur géographique comme l'Inde, toi, ce que tu vas faire, et c'est ce qu'on va vous révéler sur la slide suivante, toi, en fait, tu vas dire, je veux investir sur l'Inde. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur le site qu'on va vous montrer en suivant pour voir parmi les fonds qui travaillent sur le secteur de l'Inde, ceux qui surperforment le secteur en lui-même. Ça, Exactement, c'est c'est quand ça. même un site incroyable parce que c'est un site qui va vous permettre de visualiser, une fois que vous avez pris vos décisions, qui va vous permettre de visualiser des fonds qui surperforment. Tout à fait. Et il y a énormément enfin, c'est très très bien référencé, c'est bien documenté. Il y a énormément de fonds. Alors, ils y sont quasiment tous, je pense. Je les connais pas tous, il y en a tellement. Mais en tout cas, j'ai rarement, je cherche, c'est très rare que je trouve pas un fonds. Et après, il y a énormément d'informations détaillées là-dessus. Il faut juste savoir que malheureusement, comme on l'expliquait en début de vidéo, tous les assureurs ne vont pas travailler avec l'intégralité des gérants ou des fonds. Donc, peut-être que si vous allez chercher le meilleur fonds en Inde, vous n'allez pas pouvoir l'intégrer sur votre contrat d'assurance vie. Ce qui n'est pas le cas, encore une fois, je l'ai expliqué tout à l'heure, sur le contrat luxembourgeois, où on n'a pas cette contrainte-là. Et donc là, tu as différentes courbes. Et Alors, ce site s'appelle cantalis.com. ouais, Il est gratuit, gratuit, 100%. 100%. On peut se créer un portefeuille virtuel aussi dessus. On peut se, voilà, c'est un site fantastique. Moi, tu me l'as fait découvrir. Et donc, il permet, voilà, je te laisse du coup commenter. Alors là, alors admettons, Olivier, voilà, ça a été le cas. Tu veux aller sur l'Inde, tu veux mettre 10% de ton portefeuille sur l'Inde. Tu vas sur ce site, tu vas regarder un petit peu les fonds qui sont proposés. Là, en l'occurrence, c'est le fonds que tu avais choisi. Non, c'est peut-être pas le fonds que tu avais choisi, celui-là. Si, peut-être. Si, 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 Nomura, c'est sûr. c'est celui-là. Voilà, non, ouais, c'est ça. Et donc là, du coup, tu as choisi ce fonds-là parce que tu as vu qu'en effet, il surperformait par rapport à la référence, à l'indice de référence. C'est bien ça. Exactement. Tous les fonds vont être comparés par rapport à leur benchmark. Le benchmark, c'est le marché de référence. C'est obligatoire. Il faut qu'un fonds ait un marché de référence pour qu'on puisse vérifier s'il surperforme ou s'il sous-performe. Donc là, comme on le voit sur le graphique, en fait, en bleu, on a la performance du fonds. En vert, on a la performance du MSCI India. Et Ouais, après, on a les actions Inde en orange. Donc ouais. ces deux, Cantalis va un peu plus loin dans son analyse, il va proposer deux marchés de référence pour pouvoir comparer le gérant. Et là, on le voit, là, il surperforme quand même de façon assez importante. Ah ouais, c'est Et ça, incroyable. c'est malgré les frais de gestion. Donc c'est important de le préciser parce que c'est vrai qu'on va souvent dire, on va faire un raccourci assez simple en disant que les SICAV coûtent plus cher, par exemple, que les ETF, mais les ETF vont simplement répliquer la performance d'un indice, alors que le SICAV, il y a un gérant qui va être, qui va avoir une gestion active sur cet indice-là, mais il va pouvoir faire des choix, des arbitrages sur les actions de l'Inde, par exemple, et il va pouvoir surperformer ou superformer. Mais en tout cas,
ils vont pas tous sous-performer. Donc il y a forcément des frais de gestion qui vont s'appliquer, puisque ça coûte voilà, il y a des frais de fonctionnement pour pouvoir faire vivre le fonds. Maintenant, malgré les frais de gestion, il y en a aussi beaucoup qui font mieux que les ETF simples de l'Inde Mmh. ou le benchmark. C'est important de le dire. Pas tous, si on regarde, il y en a quand même beaucoup qui sont en dessous, mais en tout cas, dans chaque secteur, on en Oui, trouve oui. qui font mieux. Tu peux surtout, tu as le choix. Là, c'est quand même impressionnant. Alors, je sais pas, je fais à la louche, hein, mais grosso modo, sur 3 ans, la performance de l'Inde a été donc on a démarré à 100. Donc, j'imagine qu'on doit être aux alentours des 50%, ce qui est déjà énorme. Hein. Ouais, Voilà. 145 peut-être. Ouais. Ouais, voilà. Et donc là, le gérant que toi tu as choisi est quasiment à 180, quoi, 170, 175, quoi. Ouais. Donc on a une réelle surperformance, que ce soit dans la hausse, comme c'est le cas, et que ce soit également dans la baisse. Mm. Donc voilà l'astuce qu'on peut vous donner. Il y en a beaucoup des astuces du coup dans cette vidéo, mais là c'est une vraie véritable astuce. Voilà. Mettez ce site en favori. Hein. On n'a pas d'affiliation avec eux, mais franchement c'est très intéressant. Alors évidemment, on a parlé donc de ça, mais évidemment comme tu nous l'as dit et qu'on en a parlé précédemment, vous avez aussi la possibilité d'investir en direct sur des actions. Mm. Et évidemment, tu en as profité généreusement. Tu es allé aussi, à partir de l'année 2023, tu es allé également sur des actions en direct américaines. Ouais, c'est ça. Alors là, je m'adapte complètement à la volonté de mes clients. J'ai des clients qui veulent avoir un peu de diversification et des actions US, parce que par exemple, ils ont un PEA, ils peuvent pas acheter des actions en direct américaines dans leur PEA. Donc là, on va travailler sur des typologies aux Incroyable. US, et après, on peut avoir aussi des actions en France ou en Europe. Moi, je suis comme toi, j'utilise beaucoup l'analyse technique. Je connais assez bien, même si on connaît bien sûr toujours une très faible part de ce qui se passe au niveau des marchés financiers, mais en tout cas, c'est quelque chose que je maîtrise depuis une vingtaine d'années à titre perso, et j'essaie de mettre ça à profit pour mes clients. Donc, on va essayer toujours pareil d'avoir des actions en portefeuille qui ont du potentiel parce qu'elles se développent, ou alors elles sont sous-valorisées, et on va bien sûr lisser les points d'entrée. Lisser les points d'entrée. Donc là, si on a identifié une action, on va regarder est-ce que c'est le bon moment de l'acheter maintenant, ou est-ce qu'on va attendre peut-être un repli éventuel pour pouvoir l'intégrer en portefeuille. Et après, on peut aussi en faire version un peu plus classique de DCA, où on va prendre position maintenant et puis après identifier des points de renfort dans les mois à venir. Moi, je me fixe des alertes, comme tu peux le faire sur. Mmh. Mince. Sur des graphiques, ouais. Mmh. Ouais, je cherchais le nom de. Moi, je passe par TradingView, mais Ouais, ouais, voilà, Pro Real Time. Donc, on peut se mettre des alertes, et une fois que le cours de l'action arrive sur le niveau qu'on a identifié au préalable, on va pouvoir contacter nos clients pour renforcer les lignes. ouais. Donc là, c'est vrai que les marchés étaient plutôt haussiers. On va pas dire que c'était simple, parce que en plus, quand même, les marchés étaient sélectifs. C'est-à-dire Oui, que oui. malgré la hausse des indices, si on regarde Oui, dans le détail, toutes les valeurs, loin de là, n'ont pas surperformé. Il y a quelques secteurs qui ont surperformé, d'autres oui, qui ont sous-performé, mais oui. c'est plus compliqué que ce que laisse paraître la performance de l'indice. Et donc, nous, notre rôle va être là, d'essayer de pas se tromper. On se trompera, comme tout le monde, mais en tout cas, on va essayer de se tromper moins que le marché. Oui, parce que bon, l'année dernière, en 2023, je crois que c'est 55% des actions du All Tradable qui ont fini en rouge quand même l'année dernière. Voilà, c'est On a ça. un indice CAC 40 qui a fait, je crois, 16 ou 17% de perf l'année dernière. Pour autant, quand on regarde l'ensemble du marché, la majorité de l'ensemble du marché a fini dans le rouge l'année dernière. Euh, Moi, il y a un truc que je veux dire qui me frappe quand je regarde tes allocations-là, c'est que vous vous mouillez. C'est-à-dire que la simplicité de la plupart des gestionnaires de contrats d'assurance vie, ils vont prendre, même s'ils ils investissent sur des actions, j'imagine qu'ils vont prendre 100 actions, les 100 plus grosses valeurs du S&P, et ils vont être méga diversifiés, et puis ils vont dire à leurs clients, bon, au moins, voilà. Ce que j'aime bien, moi, dans ton allocation là, je ne sais pas quel sera l'avenir, mais ce que j'aime bien, c'est que j'ai la sensation quand même que tu t'es mouillé, parce que tu as pris quoi? 8 valeurs, c'est ça, hein, si je compte bien, ouais, Ouais. 7, 8. 8 valeurs sur des secteurs différents. Et donc, du coup, quand même, quand tu mets 12,5% d'allocation par valeur, tu te mouilles quand même. Ouais, ouais, mais de Voilà. toute façon, l'investissement, en règle générale, c'est un choix. Je pense que si tu es trop diversifié, en fait, tu fais pas de choix.
Voilà, Et c'est là où souvent, je voulais t'amener. C'est là où voilà. je voulais t'amener, Olivier, ouais. Et souvent, on en a parlé un peu tout à l'heure, les mandats de gestion, ils vont sous-performer parce que si vous avez des Oh mandats de gestion yes. dans vos portefeuilles, regardez un peu la composition de ce mandat. Et vous allez voir que vous allez avoir 30, 40, 50 valeurs, des fois plus. C'est pas possible. Enfin, à mon sens, de surperformer quand on a 40 ou 50 valeurs. Il va falloir faire des choix parce que si vous avez 50 valeurs, que vous en avez une qui surperforme, qui fait plus 50%, ça va être tellement dilué que vous n'allez pas pouvoir en bénéficier. Par contre, c'est vrai que si vous avez des valeurs qui sous-performent largement, ça va être absorbé aussi par le reste. Enfin, nous, on a préféré faire des choix d'investissement. On va certainement se tromper dans les mois ou dans les années à venir sur une, deux ou peut-être plusieurs actions, mais en tout cas, notre rôle, ça va être de l'identifier assez rapidement pour Hmm. pouvoir l'arbitrer et de pas être pénalisé par une valeur trop forte, enfin trop fortement en baisse sur le portefeuille. Hmm. Il faut faire des choix. Donc voilà, moi ce sont mes choix. Après on en discute bien sûr avec des clients. J'ai des clients qui veulent acheter, pas plus tard que la semaine dernière, qui voulaient acheter du Ferrari, du Microsoft. Moi, j'applique ce que me demande mon client, mais en tout cas j'ai alerté sur le fait qu'on était sur des niveaux techniques assez élevés, avec des valeurs qui sont vraiment très très haussières et que moi j'achèterais plutôt sur des points de repli. Donc voilà, après ce sont des échanges avec le client, on les a intégrés mais de façon modérée sur son portefeuille parce qu'il a bien compris lui aussi que même s'il met ces thématiques-là parce que ça lui parlait, c'était peut-être pas le moment optimum de pouvoir rentrer sur ces valeurs-là. Allez, comme tu le sais, on est sur une chaîne où moi j'aime que les gens se mouillent. Moi je me mouille beaucoup en partageant des plans, en partageant, voilà, parce que j'estime que. Et d'ailleurs, C'est, c'est faux, hein. La plupart des gens pensent que ceux qui nous regardent peuvent nous reprocher plus tard de s'être mouillés, de s'être trompés. Moi, j'ai quasiment jamais personne qui m'a reproché de m'être trompé parce que les gens ont conscience que c'est difficile, que c'est compliqué et que c'est déjà courageux de se mouiller, Olivier. C'était pas prévu, mais dis-moi, est-ce que ou quelles actions tu as une ou deux, hein, pas tout, mais une ou deux, tu as rentré très récemment en portefeuille ou potentiellement que tu surveilles parce que tu commences à voir qu'on est sur des niveaux potentiellement intéressants. Moi, j'aime beaucoup AMD. Alors, elle a beaucoup flambé, mais au final, je l'ai intégré il y a pas très longtemps, hein. Enfin, là, sur ce portefeuille client, oui, mais moi, à titre perso, je suis rentré il y a 3 mois, aux alentours de Mmh. 100 dollars, parce que c'est quand même une action qui est assez volatile, et je pense qu'elle va continuer à vraiment à surperformer cette année, et notamment avoir un effet de rattrapage sur Nvidia. Enfin, en tout Sur cas, Nvidia. Mmh. voilà, c'est plutôt mon pari là-dessus. Après, j'aime beaucoup Airbus aussi. Alors, Airbus, elle a pris ses plus hauts récemment, elle les a largement dépassés, donc j'achèterai plutôt sur repli. J'en ai pas acheté ni pour moi ni pour mes clients. Je suis en train de voir là actuellement si on peut faire un produit structuré sur l'action Airbus, mais je rachèterai plutôt sur repli aux alentours des 140. J'aime bien le secteur bancaire aussi parce que le secteur Mmh. bancaire c'est quand même un secteur bon, qui est toujours source d'inquiétude et qui malgré tout qui est hyper résilient, qui d'année en année fait des résultats records. D'autant plus que là, avec la remontée des taux, ben, les liquidités des banques sont rémunérées à 4%, elles sont pas reversées à leurs clients. Oui. Donc ça va avoir un effet quand même non négatif sur le bilan des banques, puisqu'il faut savoir qu'il y a énormément de liquidités sur les comptes courants des clients en France. Mmh. Donc c'est un secteur que j'aime bien. J'ai Stellantis aussi que je continue d'accompagner. Je pense que c'est vraiment une belle recovery, même si elle a énormément performé l'année dernière. Voilà, bon, Microsoft, tu vois, je me pose des questions de savoir est-ce qu'il Moi faut aussi. continuer à l'accompagner ou la vendre. Là, elle se rapproche des 400 dollars. On commence à arriver à des niveaux de valorisation élevés. Et maintenant, il y a aussi cet effet qu'il n'y a pas énormément de valeur pour jouer l'intelligence artificielle en bourse. On peut avoir Mmh. des Oui. ETF, des trackers, mais des valeurs, bon, tu fais quand Ouais. même assez vite le tour. Donc, voilà, souvent, on va peut-être assister aussi à une bulle là-dessus. Elle a Ouais. dépassé Apple en termes de capitalisation mondiale il n'y a pas très longtemps. Apple est repassé Mmh. dessus, enfin devant. Mais voilà, si je devais t'en donner deux ou trois, je te dirais AMD, Airbus peut-être, et le secteur bancaire. Et parmi les secteurs bancaires, plutôt Crédit Agricole, ce serait ma favorite. Société Générale, elle a pas très bonne presse, malgré la sous-valorisation. Elles sont vraiment très très dévaluées par rapport à leur actif. Et elles versent Alors des, justement, tu as. Pardon, Olivier? et elles versent des gros dividendes. Ouais. Oui, bien sûr. Mm. Donc par rapport à ce que tu as abordé, la ligne des produits structurés avec coupons et avance de performance sur les sous-jacents. Bon, voilà, on va pas
s'y attarder trop longuement, mais voilà, il y a des choses qui ont été magnifiques, hein, réalisées, que vous avez réalisées avec Michael. Donc voilà, bravo pour ça. Moi, tu m'avais fait un peu de structurer sur Société Générale, justement. Donc c'était très intéressant en tout cas. Bon, là c'est pareil, hein, pour les gens qui veulent un petit peu plus de détails. Je vous mets en description, en lien, la possibilité de pouvoir vous joindre. Alors, tu vas ajouter un mot sur les produits structurés, toi, Olivier? Alors c'est quelque chose qui est pas très connu, et je pense que Ouais, si ça intéresse les gens, peut-être qu'on pourra faire une émission spéciale là-dessus. spécial, oui, je pense que Ouais, ça le mérite. parce Ouais, que c'est ouais, vraiment hyper intéressant. On va pouvoir l'intégrer sur des contrats d'assurance vie français. ouais. Alors là, on va avoir moins de choix. On va prendre les produits structurés des banques ou des assureurs. On va pouvoir l'intégrer aussi sur des contrats des comptes titres et des contrats luxembourgeois. Et le gros avantage du produit structuré, nous, dans la façon dont on le met en place, c'est qu'on va investir en règle générale, on investit sur une action. Donc, on a identifié une action, par exemple l'action Crédit Agricole. On va mettre plusieurs conditions et plusieurs garanties à nos clients. On va d'abord leur proposer un coupon annuel. Donc, en règle générale, nous, on essaie d'avoir des coupons à l'année aux alentours de 10%. On va leur proposer une protection en capital, ça veut dire qu'ils vont pas perdre de l'argent jusqu'à moins 50, moins 60, voire moins 70%. Et on va leur proposer des conditions de sortie. Et quand les conditions de sortie vont se réaliser, si c'est passé 3 ans, par exemple, et que le coupon annuel était à 10%, les clients vont toucher 10%, 30%, pardon. Par rapport à un investissement en direct sur l'action Crédit Agricole, c'est sûr que si l'action Crédit Agricole, pendant 3 ans, elle va gagner 50%, il y aura moins de rémunération avec un produit structuré. Par contre, si l'action Crédit Agricole va perdre de la valeur, le produit structuré va peut-être aussi, en fonction des conditions, pouvoir apporter de la performance. C'est peut-être un peu compliqué d'expliquer tout dans le détail, mais en tout cas, nous, chaque année, on va appliquer une décote par rapport au prix d'achat pour pouvoir sortir du placement. Donc, si vous rentrez à 10 euros sur le produit structuré qui est référencé sur l'action Crédit Agricole, à l'année 2, par exemple, vous n'allez pas sortir si l'action est à 10 euros, mais vous allez sortir si l'action est à 9 euros. Si on met en place une dégressivité de 10%, ce qui est souvent le cas sur nos produits. Et si jamais l'action est en dessous de 9 euros, on va repartir pour une troisième année. À la troisième année, on sortira pas à 9, mais on sortira aux alentours de 8 euros, puisqu'on va encore enlever 10%. Donc, ce qui fait que même dans le cas d'un marché baissier, à un moment donné, il y a énormément de chances que le produit structuré puisse sortir. Et s'il s'est passé 4, 5 années, par exemple, vous allez toucher 40 ou 50%. Donc, il y a vraiment énormément pour moi d'intérêt sur ce type de produit, parce que aujourd'hui, quand je vois le niveau des indices qui sont quand même assez élevés, ce produit-là va certainement vous apporter un ratio gain-risque qui est bien supérieur au marché action. Voilà, quand je vois des coupons à 10%, 10, 12, 13 ou 14 ou 15%, c'est quand même pas négligeable par an. Voilà, la seule inconnue que l'on a, c'est à quel moment le produit structuré va arriver à échéance. C'est un placement qui peut durer sur 10 ans au maximum, mais en règle générale, ça dépasse pas 3-4 années. Enfin, en tout cas, de l'expérience que j'ai. Et nous, notre rôle avec Urrutia, ça va être d'identifier les actions sur lesquelles on a des convictions de potentiel de hausse. Donc, on va vraiment être sélectif là-dessus. Et après, on va mettre en place un maximum de garanties pour nos clients de façon à ce qu'ils ne perdent pas de l'argent et que le produit structuré arrive à échéance assez rapidement. On Et c'est fera de toute façon une émission spéciale sur les produits structurés parce que c'est un sujet très complexe, mais à la fois hyper intéressant et qui peut être extrêmement rémunérateur quand c'est fait correctement, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Quand c'est fait correctement, ça peut être quand même un truc quand même très intéressant. Ouais, complètement. Donc on passe à la quatrième partie, la partie bon choix, astuces. Hein. Donc évidemment, les inconvénients. Donc on commence d'abord par les inconvénients de l'assurance vie. Hein. On l'a vu, on les a vus, on les synthétise. Baisse des rendements des fonds euros, même si ces dernières années, il y a eu un petit soubresaut. Les frais, entrée, gestion, support, pas de possibilité de transfert. Ça également, on l'a pas dit, mais on n'a pas la possibilité de transférer un contrat d'une banque A vers une banque B, d'un assureur A vers un assureur B. Généralement, pas tout le temps, on l'a dit, il y a des cas évidemment différents, mais la majorité malheureusement des mandats de gestion et des gérants sous-performent. Les bonnes astuces, c'est là où c'est intéressant pour vous. On vous dévoiler quelques bonnes astuces. C'est d'abord évidemment accepter des frais de gestion raisonnables. Je dirais des frais
raisonnable tout court, hein, pas forcément que de gestion. Rédiger, là c'est Mika qui insiste, rédiger avec précision la clause bénéficiaire, et il a raison. Diversifier correctement, mais pas trop, les supports et les actifs dans les contrats, parce que sinon vous risquez effectivement de sous-performer. Faire des apports réguliers, car comme ça vous allez lisser également la performance à moyen et long terme, et arbitrer en fonction de l'actualité économique. Arbitrer, ça ne veut pas dire timer, ça veut dire être avec une personne qui est en capacité de vous dire on est potentiellement vers un haut ou vers un bas de cycle, et en fonction de ce haut ou de ce bas de cycle, comme on l'a eu il y a quelques mois au niveau des obligations, toi et moi on était du même avis sur le fait qu'on était certainement en bas de cycle sur la valorisation des obligations, et donc en haut de cycle sur la performance du rendement des obligations, et donc il y avait des choses à faire. Et effectivement, comme après, pour le moment, je dis bien pour le moment, a priori, on avait une analyse qui était plutôt intéressante. Et donc, forcément, avec tout ça, ce qu'on a envie de dire, c'est que il faut avoir une gestion personnalisée des mandats de gestion, du mandat de gestion, parce que la plupart, encore une fois, sont sous-performants. Voilà. Tu as quelque chose à ajouter au niveau des astuces, Olivier, par rapport à tout ça? On a quand même dit énormément de choses, hein. On voulait faire une émission courte, on aura fait 2 heures, mais c'est pas grave. 45 minutes, on avait dit. Ah, on a dit 45 minutes, ça fait 1h45. Mais alors, ce qui est très important, vraiment très très important, c'est ça. Évidemment, c'est par rapport forcément au mandat de gestion. Urrutia, Olivier et Michael sont à votre disposition. Donc, ce qui est très agréable, c'est que vous avez la possibilité de vous adresser à eux de manière gratuite. Donc, je vous mets en lien et en description de la vidéo le formulaire pour pouvoir les contacter. À vrai dire, vous renseignez juste un mail et ils prennent directement en contact avec vous. Donc, tout ça, c'est ce que je dis souvent, c'est que le trading, ça peut vous enrichir à court terme, mais véritablement, moi je le vois pour mon cas, le développement du patrimoine, c'est une vision moyen long terme, c'est ça la réalité. Le trading, ça permet, moi j'adore, c'est ma passion, la bourse bien évidemment, ça permet d'ailleurs, l'un n'est pas contradictoire avec l'autre. Je veux dire, toi, tu en es la preuve vivante, ton trading, ta bourse au quotidien, te permet également d'avoir ce contact avec les marchés financiers et te permet également de repérer également les opportunités moyen et long terme. Donc, Complètement. voilà, vous pouvez très bien avoir un compte titre à une PEA et également sur une partie de votre capital. Et ensuite, vous dire sur la grande partie de mon capital, évidemment, si vous avez, je sais pas moi, 300 000 euros, c'est extrêmement difficile de trader avec 300 000 euros. Vous pouvez très bien vous dire, je trade avec 30 ou 40 000 euros ou 50 000 euros et le reste, je vais avoir une vision beaucoup plus moyen long terme. Donc, si vous voulez développer votre patrimoine, préparer votre succession, optimiser la fiscalité, Michael et Olivier, évidemment, sont à votre disposition, ne serait-ce que pour en discuter et vous apporter des informations complémentaires. Oui, moi j'essaie de rester un maximum disponible. J'ai souvent des personnes qui me contactent sur Twitter, sur le formulaire de notre site en ligne. Donc n'hésitez pas, on sera là dans tous les cas pour répondre à vos questions. Il y a beaucoup de sujets sur la gestion de patrimoine. Nous, en tout cas, on essaie d'avoir une approche où on va être centré sur les besoins et les objectifs de nos clients, et c'est après, en fonction de ça, qu'on va travailler au mieux pour eux. On va pas chercher à forcer la main ou à proposer des choses sans bien sûr respecter les besoins, les projets de chacun. C'est d'abord comme ça qu'on doit, à mon sens, hein, qu'on doit réfléchir. Yes, on a une pensée pour Michael, hein, qui, bien évidemment, même s'il n'est pas là aujourd'hui avec nous, parce qu'on a estimé que faire un débat à 3 c'était déjà suffisamment complexe, à 3 ça aurait rajouté de la complexité. Mais Michael, qui est un garçon non seulement compétent et passionnant, viendra également sur d'autres sujets, notamment moi j'ai vraiment envie qu'il vienne sur la fiscalité du dirigeant, etc., parce que c'est son domaine de prédilection. Donc merci vraiment Olivier pour tout ce contenu-là, hein, riche, gratuit, etc., que vous pouvez apporter aux gens, cette plus-value que vous pouvez apporter aux gens qui nous écoutent. C'était une émission à la hauteur de mes attentes, on va dire, en termes d'astuces. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps. Travailler. T'as bien travaillé, t'as fait un super support. Tu as Ouais. passé du temps, franchement, c'était clair, précis. Je Bah, pense j'espère que ça plaira, ouais, bien sûr, j'espère que ça plaira. Mais je pense que ça va plaire. Je pense que ça va.
On verra s'il y a autant de détracteurs après l'émission. Ah, bah non, je pense que ça va calmer. Mais encore une fois, moi, l'objectif, hein, c'est toujours la même chose. L'objectif, c'est pas de donner un avis. Enfin, Mmh, moi, je suis personne pour donner mon avis. Je suis pas plus que toi, ni que quelqu'un d'autre. mmh, Mais nous, ce qu'on veut, moi, ce que je veux, c'est au travers de ces webinaires patrimoniaux, c'est quelque chose qui n'arrive pas, qui n'a jamais été fait précédemment. C'est tout simplement de dire la vérité. On donne des faits. Moi, toutes les sources que j'ai trouvées, c'est des sources sur des sources officielles, des stats officielles, des raisonnements clairs, précis. Après, c'est aux gens, une fois qu'ils ont vu les pratiquement 2 heures de vidéo, de se dire je suis convaincu ou je ne suis pas convaincu. C'est pas à nous ça de le faire. Moi, je suis convaincu par le contrat. Je trouve que c'est une chance extraordinaire qu'on a en France d'avoir mmh. ces contrats-là d'assurance vie. Maintenant, si quelqu'un m'explique que lui, il est moins convaincu, ben, il n'y a pas de problème. Je veux dire, tu vois. Mais au moins, on a la réalité des choses et on a pas tout expliqué parce qu'en 2 heures, on peut pas tout expliquer. Mais on a quand même vraiment décortiqué un peu les contrats d'assurance vie et désormais, c'est aux gens de se faire leur propre avis. Ouais, mais c'est un bel outil. Moi, je suis convaincu comme toi. Bah, bien sûr. Olivier, bon week-end. Merci mille Ouais, fois de merci. ton aide, encore une fois. Et puis, on vous embrasse toutes et tous. Si l'émission me plaît, on en refera d'autres sur d'autres sujets. Il y a des sujets, il y en a des sujets. Alors, on va pas s'embêter. Donc, n'hésitez pas vraiment si vous voulez filer un coup de main, si vous voulez d'autres webinaires patrimoniaux à l'avenir sur d'autres sujets qui peuvent être très intéressants dans le cadre développement de patrimoine, de la fiscalité, etc. N'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo, mettre des commentaires, des likes, et puis on refera et retravaillera sur du contenu qui sera exclusivement 100% gratuit parce que bon, vous avez un service évidemment voilà, mensuel hein, chez Rucha auprès de vos clients patrimoniaux. Mais voilà, encore une fois, merci Olivier de venir, titre gracieux, offrir tout ce contenu pour tout le monde. Il n'y a pas de quoi. Merci à toi, Timo, pour l'invitation. C'était très sympa, comme la dernière fois. Allez, à bientôt, Olivier. À C'était super bientôt. chouette. Ciao, ciao. Ciao. Bye. Bye.